Hello, merci d'avoir lancé cet épisode. Petit instant promo avant de commencer. Je joue les dernières dates du rodage de mon premier spectacle. Ça se passe le 18 mars au Petit Kings à Saint-Gilles, mais également le 9 avril chez Guillaume à Namur. Mais la date la plus importante à noter, c'est le 21 mai à Mons. Je jouerai la première officielle de mon spectacle qui s'appelle OK à l'auditorium Abel Dubois. C'est une très belle salle de 290 places. C'est la plus grande salle que j'ai fait jusque-là. J'adorerais la remplir et vous pouvez m'y aider en prenant vos places. Donc, prenez vos places en fait. Tous les liens sont en description de l'épisode. Bonne écoute et à bientôt. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois une humoriste dont le spectacle a été une très bonne surprise parce que je connaissais pas beaucoup. Je suis allé voir un peu en curiosité, en découverte et j'ai adoré. Du coup elle est là dans l'épisode. Je reçois Alice Lombard. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci pour ton invitation. Toi, ça va ? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Avec plaisir. Que tu connais, tu es tellement fan du podcast. Très bien, d'accord. Donc, pour les auditeuristes qui nous écoutent, c'est parce qu'il m'a demandé vraiment il y a 2 minutes, t'as écouté un peu ? J'ai dit, pas du tout. Voilà, donc c'est une pure surprise. Mais à coup de pas. C'est vrai, je viens de dire qu'avant d'avoir ton spectacle, je te connaissais pas non plus. Voilà, donc on est quitte. Je vais réécouter tous les épisodes en rentrant à Paris demain. Tu vas te rendre compte que tous les épisodes durent 2 heures, donc ça va te prendre un petit moment. Parfait. Il y a 101 invités. Écoute, pour le prochain confinement, s'il y en a un. Voilà. On croise les doigts. Pour mes écoutes, ça serait parfait. Alors, au moment où on enregistre, on est à Lille, dans l'appartement qu'une humoriste lilloise nous a prêté. Donc, merci beaucoup à Colline. Allez la suivre sur les réseaux sociaux, c'est Méchante Colline sur Instagram. Comme ça, on fait de la pub pour elle au passage. Et parce qu'elle est trop forte. En plus d'avoir un appartement extrêmement stylé, elle est très forte. Et en plus, tu partages avec elle un plateau le 20 février au Solo sur le Not All Men Comedy Club. Tout à fait, absolument, à Paris. Voilà, exactement. Et il y aura en présence de la journaliste Rokhaya Diallo. Je suis pas peu fière. Tu peux. On est à Lille parce que tu es là pour le festival Lillarius, pour la contre-soirée présentée par Louis Chappet. Comment tu te sens avant un spectacle ? Ça va. Franchement, là, ça va. Peut-être le stress va arriver un petit peu plus tard, là, parce que c'est la première fois que je joue à Lillarius. Même si c'est pas dans les vrais galas, machin. mais non. Et puis, je suis avec d'autres humoristes que j'admire beaucoup. Il y a Alexandra Roth, Louis Chappet, du coup, Mood Cocker et Ray Mendes qui sont très forts. Et du coup, c'est à la fois très valorisant d'être programmé à leur côté et en même temps, ça fout une petite pression. Mais ça va parce que c'est pas filmé. Il y a pas mal de galas à Lillarius qui se sont filmés et là non, mais je suis très contente. J'ai hâte. Ce serait un stress supplémentaire si c'était capté ? Ouais. Pas encore à l'aise avec ça ? Franchement, là, j'y travaille. J'ai fait 2 captas. J'ai fait une captation pour France 4 en septembre. Et c'était à Strasbourg et c'était dans une petite salle. Donc, et ça s'est très bien passé. C'était chouette. Et là, j'en ai fait une autre au mois de décembre à Reims, à la Comédie de Reims, qui est une salle de 700 places, un truc comme ça. Et là, pour France 2. Mais j'étais tellement contente en même temps. Et jouer dans des grandes salles, c'est trop cool. C'était avec... Il y avait Mathieu Madénian qui avait fait la chauffe et il chauffe trop bien et tout, donc et là vraiment je m'étais éclatée, donc quand même là je commence à t'y faire, à être entraînée en tout cas. Trop bien. J'espère que ça va bien se passer ce soir. Ouais, oui, j'espère bien, il y a pas de raison. En plus, le public de Lille, généralement très cool. Oui, c'est vrai. Oui, puisque j'ai joué mon spectacle là en janvier, c'était bien. Ouais. Public vraiment très très cool. C'est presque aussi bien que la Belgique. Je suis obligé. Bien sûr. Alors, je l'ai dit dans l'intro, mais donc le 14 janvier dernier, j'ai eu la chance de voir ton spectacle au Spotlight à Lille qui s'appelle Karaoké. Et bien sûr, j'ai ri tellement fort que tu l'as bien entendu. Tu as dû t'arrêter pendant le spectacle. Ce qui devient un petit peu gênant parce que je le dis dans presque tous les épisodes que je fais. Non, et en même temps, c'est génial, franchement, d'avoir des gens qui rigolent de bon cœur, quoi, par rapport à des gens qui sont genre et qui donnent rien. Bon, toi aussi, t'es humoriste. Et moi, depuis que je fais du stand-up, quand je vais voir des spectacles d'humour, je crois que je suis un peu... je deviens un peu le public que je rêverais d'avoir. Et du coup, je me lâche d'autant plus. Et c'est devenu... Enfin, c'est pas un truc même conscient que je fais. C'est... je le fais inconsciemment. Et j'ai remarqué que je faisais aussi ça. Je suis allée au théâtre, pour le coup, pour voir une pièce de théâtre contemporaine. Et il s'avère que c'était très drôle. Et en fait, j'étais avec mon pote humoriste Alfred H. Et on était les deux seuls à se marrer. Mais genre... Alors que les autres, ils étaient, tu comprends, au théâtre.
Je suis exactement comme toi. Moi, maintenant, j'ai un petit peu un filtre social dans la vie de calmer mon rire parce que je sais qu'il peut être très sonore. Mais quand c'est en spectacle, je lâche complètement. Bah ouais, bah oui, carrément. Ça fait plaisir. Et comment tu présentes ce spectacle? Parce que je sais pas si je peux donner les thématiques un petit peu. Comment toi tu le présentes à quelqu'un qui l'a jamais vu Bah, et je raconte un peu les raisons qui m'ont poussé à faire ce métier, à être sur scène, à faire des blagues même en général. Pourquoi on fait trop de blagues? Pourquoi j'en fais trop aussi tout le temps? Je questionne un peu mon rapport aux autres, au regard des autres, au féminisme, à mes contradictions justement de féminisme, à l'amour aussi, à la famille, à la maternité. Enfin, je parle un peu de tout ça, quoi. Et j'essaie de le faire, ouais, toujours en interrogeant mes contradictions, quoi, voilà. Parce que j'en ai beaucoup. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Qu'il y ait de la nuance dedans. Tu parles de sujets comme il y a le féminisme, il y a la boulimie, ce genre de choses qui peuvent être des sujets plus touchy, mais tu l'amènes super de façon légère et du coup avec tes contradictions aussi. Donc, ouais. C'est très agréable à y entendre. Tu vois, c'est pas un donneur de leçons dans un sens ou dans l'autre, tu vois. Ouais, bah ça, ça vraiment, j'évite à tout prix et j'essaie vraiment de pas être moralisatrice, je veux dire. J'ai toujours peur de ça parce que c'est vraiment quelque chose, moi, que je déteste quand je le vois dans un spectacle d'humour ou même en général, hein, que ce soit dans la littérature, dans les films, peu importe, mais quand c'est très il faut faire ça, c'est taisez-vous, la vie c'est dur, quoi. Et puis on est humain et un humoriste ne doit pas être un modèle, je pense, un modèle moral ou quoi que ce soit. Au contraire, même doit être là genre pardonnez-moi car j'ai fauté. Moi, je suis d'accord avec ça. J'aime bien quand les humoristes montrent la part d'ombre, les contradictions qu'ils ont. Ça les rend beaucoup plus humains et ça te fait te dire moi aussi, j'ai ça. Moi aussi, j'ai ça. Ah, ou moi, pas du tout. Mais du coup, c'est intéressant de voir un autre point de vue que si tu te dis, s'ils sont toujours parfaits, tu fais, excuse-nous de te déranger. Pardon, monsieur. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a plein de sujets. Tu parles de trucs comme le fait que tes parents vieillissent, comme tu peux parler du paix en couple. Ouais. Il y a un spectre, tu vois. Ça, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait des trucs plus légers aussi, et des sujets plus profonds aussi dedans. Moi, j'aime bien. C'est très varié le spectacle. Donc, cool. Merci. Avec plaisir. Sinon, tu serais pas là. Hein. Je serais venu voir le spectacle, je serais Paris. Très bizarre comme concept de podcast. T'invites des gens dont tu as détesté le spectacle. En vrai, ce serait très marrant à écouter. Mais alors, c'était bien de la merde. Pourquoi t'as fait autant de merde, en fait? Pourquoi? Alors, à cette blague-là, tu trouves que c'est drôle. Pourquoi? Parce que le public n'avait pas l'air d'accord. Tu dois expliquer ta blague, après, c'est l'enfer. Oh, quel enfer. Expliquer des blagues, c'est le meilleur moyen pour le rendre encore plus drôle. C'est clair. Mais en tout cas, bravo pour ce spectacle. C'est quoi les prochaines étapes pour ce spectacle? Qu'est-ce que tu veux en faire? Où tu veux l'amener? Déjà de l'améliorer parce qu'il y a encore des trucs sur lesquels je suis pas parfaitement, où je suis pas exactement satisfaite. Notamment ce truc-là, dont tu parlais, mais d'aller en profondeur. Moi, je trouve que sur certains trucs, je vais pas assez en profondeur justement, et c'est des retours un peu que une fille avec qui je travaille m'a fait, plusieurs personnes avec qui je travaille m'ont fait, tout ça, où il y a des choses où je sais que je peux aller un peu plus loin. J'essaye aussi, je travaille ne pas avoir peur d'aller un peu plus dans la noirceur, pas juste pour choquer, c'est pas ça, quoi, mais je pense que je peux m'autoriser un peu plus. Et donc voilà, là en fait c'est vraiment d'améliorer le spectacle encore dans l'écriture, le fignoler encore un peu. Pour moi c'est le plus important, et de remplir mes salles de spectacle. Donc ça c'est vraiment les deux trucs les plus importants, et voilà. Okay. Mais est-ce que tu as des objectifs de salle que tu aimerais bien faire, ou ce genre de choses ou... L'Européen, ouais, c'est vraiment une salle, l'Européen à Paris. Moi, c'est une salle que j'adore, que j'aimerais beaucoup faire, qui est pas si grande que ça, hein. C'est 350, c'est pas un Olympia non plus, hein, mais je crois je crois que je calibre un peu mes rêves et objectifs en fonction de ce que j'ai déjà. Et c'est même pas c'est pas du tout un truc de faut pas s'empêcher de rêver, hein. Non, je m'empêche pas de rêver, mais c'est juste que là, à l'instant T, j'aimerais tellement je serais déjà juste tellement heureuse que mes salles de spectacle soient remplies, qu'une fois que ces salles-là seront remplies, je me dirais maintenant que ça s'est rempli, putain, je rêverais de faire cette salle-là. Mais là, dans l'instant T, il y a d'autres choses qui sont un peu plus des rêves un peu plus prioritaires, on va dire. Donc voilà, et en fait même le stand-up, je sais pas, même si après avoir fait l'Européen, je rêverais forcément d'un truc plus grand, peut-être que oui, peut-être que non, mais ce que j'aime avec l'Européen, c'est que
En tout cas, j'y suis beaucoup allée en tant que spectatrice, mais comme c'est 350, 400 places, ça reste encore à échelle humaine, on va dire. Et puis elle est très bien disposée. On voit bien l'artiste et on a besoin de ça. Tu vois, je suis allée voir Louis C.K. au Grand Rex. Je crois que c'est 1200 places. Et bon, c'était fou, spectacle trop bien et tout, mais en fait, moi, j'étais de super haut et genre, je voyais flou. J'étais en train de me dire, ok, je suis en train de vieillir, là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que des fois, quand il fait des moments un peu de jeu, des expressions et tout, tu le vois moins bien et tu te dis, ah ouais, bon, c'est dommage. Bon, après, c'est pas demain la veille que je vais faire un Grand Rex, donc... Bah déjà, l'Européen, c'est une belle salle et tout. Ouais. Moi, elle me fait rêver aussi. Ouais. C'est marrant parce que toutes les salles de Paris, je les connais de par les humoristes qui en parlent, mais je suis pas allé, tu vois. Donc, l'Européen me fait rêver, mais j'y suis jamais mis un pied, tu vois. Ah, c'est vrai. Du coup, mais je vois comment c'est disposé, tu vois les vidéos de tous les humoristes et je me dis, mais ça a l'air parfait, tu vois. Le côté proximité, malgré une salle de 350 places, en demi-cercle, un peu à Rennes, comme ça. C'est ça, c'est le demi-cercle en fait qui fait le truc. Enfin, elle est trop bien pensée. Vraiment, à chaque fois que j'y vais, je me dis, putain, c'est trop bien. Bah, je te le souhaite. J'espère qu'on se reparlera dans un autre podcast. Tu me diras, bah, j'ai fait l'Européen pendant 2 ans. J'espère. Mais est-ce que le spectacle, donc tu le modifies encore, tu vas aller plus loin dans certains sujets? Est-ce que tu retires des choses, tu rajoutes des choses ou... Ouais. J'ai quand même le squelette, on va dire, de ce que je veux raconter, hein, mais c'est là j'en suis à l'étape où je fignole en fait des trucs parce que la difficulté au début quand je me suis retrouvée avec 4 ans de blagues, c'était d'abord de trouver une cohérence, donc l'ordre a changé plein de fois, machin, et puis au fur et à mesure tu connais un peu ton fil rouge, où tu vas, enfin la trajectoire quoi, donc t'as des trucs qui s'en vont en fait de même, où tu dis bon bah ça du coup ça a plus sa place, ça non plus, puis tu rajoutes des choses aussi, donc ça tout le temps, tu débroussailles en fait. Hier par exemple j'essaie de retravailler un truc spécifique pour mon spectacle, donc j'ai beaucoup retravaillé le début, j'ai dû écrire des nouvelles choses, il y a des choses qui n'ont pas du tout marché, des choses où c'était un peu mieux, donc ouais, il y a quand même à chaque fois un petit travail mais où tu fignoles en fait les passages que tu as pu voir, où j'évoque un peu ma boulimie, tout ça là, je sais pas à quel point ça a trop sa place dans le spectacle, si j'ai forcément envie d'en parler, tout. Tu vois, c'est des sujets sur lesquels je suis pas encore trop sûre et pas forcément parce que je crois que ça me fait trop mal, même pas ça, mais c'est que des fois, tu sais, juste t'as pas forcément le feu t'es d'en parler. Ouais, ça t'enthousiasme pas. Ouais, parler. Voilà, c'est ça. Et en fait, des fois, tu dis, bon, par exemple, tu vois, le sujet de la boulimie, en vrai, genre, parce que bon, du coup, remise en contexte, j'ai été boulimique pendant 10 ans à peu près. On dirait que je dis que j'étais gymnaste. je pratiquais la boulimie pendant à peu près 10 ans. J'ai roulé ma bosse. Dans le milieu de la boulimie. Voilà, ben je pèse. Je pesais dans le game, sans mauvais jeu de mots. Et je pesais pas tant puisque je me faisais vomir. Allez, salut. Merci, c'est ciao. Non, et Moi, je trouve ça très marrant. Je vais être très client de ce que tu fais, je suis désolé pour les auditeurs qui vont m'entendre rire pendant l'épisode. Mais non, mais j'évoque aussi du coup, j'ai fait 2 hospitalisations en clinique psychiatrique et en fait je me dis putain mais ça je crois que c'est un peu trop gros pour en faire juste une blague, tu vois, genre je sens que c'est soit t'en parles pas, soit t'en parles et tu fais au moins 5-10 minutes dessus quoi. Et ouais, je sais pas si j'en ai envie, enfin voilà quoi. Donc je suis encore sur des questionnements aussi de sujets que j'ai envie d'intégrer ou pas. Voilà. Bah, moi, c'est un sujet que je trouve intéressant parce que c'est pas quelque chose que tu as entendu dans 1000 spectacles. Ouais, à fond. Et puis en fait, ça concerne énormément bon, principalement les femmes, mais les troubles alimentaires, en plus, on va dire que c'est un peu un spectre, quoi. T'as boulimie, mais aussi t'as juste les gens, tu sais, qui contrôlent un peu tout ce qu'ils mangent. Enfin, ça concerne énormément de gens et c'est vrai que je l'ai jamais vu encore traité sur scène et je trouve que ce serait un sujet intéressant et voilà. Mais aussi, même des fois, voilà, je sais pas, t'as le truc d'être animé par ce que tu racontes et aussi comment tu le racontes, tout ça. Donc voilà. Je suis encore un peu en questionnement là-dessus. Bah, ça peut être développé plus tard dans le spectacle aussi, quoi. Et dans ce spectacle, tu parles aussi du fait d'écrire quand on est heureux. Ouais. Comment ça se passe pour toi ?
j'essaie de partir de ce cliché-là, mais j'ai l'impression qu'il concerne aussi pas mal d'humoristes, mais c'est un peu le cliché de pour être un bon artiste. Les artistes talentueux sont ceux qui ont les plus gros traumas, quoi, en gros. Et en fait, je trouve que c'est hyper toxique, quoi, comme discours. À la fois, oui, c'est vrai que oui, il y a des génies de la musique en humour et tout qui ont des vies et des destins tragiques, mais c'est super toxique de se dire qu'il faut être forcément malheureux pour créer, quoi. Et moi, j'ai envie de croire que non, on peut être heureux et créer, et que même moi, je me rends compte que quand je suis vraiment pas bien, mais ma créativité, elle suit pas, quoi. Enfin, je veux dire, même pour écrire sur un sujet, t'as besoin quand même de le digérer, de prendre du recul. Je veux dire, si tu t'es fait larguer, pas le raconter sur scène le lendemain, quoi, parce que ça risque d'être juste triste, en fait. Tu vois, genre, vis le truc. Et en même temps, j'ai l'impression que pour les humoristes, c'est un peu notre bouée de sauvetage aussi, quand il nous arrive c'est ce que j'explique un peu dans le spectacle, mais c'est ce truc et quand il t'arrive des merdes, limite tu dis bon bah tant mieux, j'aurai quelque chose à raconter sur scène, quoi, tu vois. Clairement, ouais. C'est même un exercice qu'on peut faire à un stand-upper, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie qui a été un petit peu dur, et c'est c'est drôle, ça, quoi. C'est ça. Mais c'est chouette, une fois que t'as la distance pour le faire, quoi. Ouais, de fou. Mais tu sais, des fois, le piège, c'est quand il t'arrive quelque chose de vraiment... Parce que quand c'est des petites galères, machin... Je veux dire, moi, j'ai fait un truc, pas plus tard qu'il y a quelques temps. Je suis allée me faire épiler le maillot, c'était une catastrophe industrielle. Bon, je me suis dit, t'en souffres, mais là, tu tiens un bon sketch pour plus tard. Donc là, bien sûr, mais après, pour des je sais pas, quand ça concerne la mort, la maladie, des sujets qui sont plus deep, sur le moment, je trouve que ça peut être... mais je parle personnellement, moi, il me faut du temps un peu pour réussir à vraiment écrire dessus, quoi. Même si je peux faire des blagues après avec des potes dans le cadre privé, exactement, mais voilà. Mais ça m'intéressait parce que t'en parles parce que par exemple, dans le fait que tu es en couple depuis plusieurs années. Moi, j'ai la même chose dans mon spectacle. Moi, ça va faire 12 ans que je suis en couple. Wow. Et en vrai, j'ai essayé d'écrire sur ça se passe bien, tu vois. Et c'est plus dur que s'il y avait plein de trucs à... Enfin, au départ, je trouvais que c'était un peu plus dur de dire tout va bien, je suis amoureux, tout est cool, que si on avait des disputes ou des trucs, je dis oh ça c'est du matériel, quoi. T'as pas grand chose à faire, juste l'évoquer, les gens font ah moi aussi je vis ça. Mais quand tu dis ah je suis trop heureux, les gens font je t'emmerde, ok. Désolé. C'est clair, mais ça en fait ça peut être une piste même de dire en fait j'aimerais écrire, parce que c'est vrai que c'est un peu un poncif, quoi, dans le stand-up. Enfin c'est un thème qui est très éculé. Moi par ailleurs, les blagues sur le couple peuvent vraiment beaucoup me faire rire, mais oui, t'es souvent tellement d'humoristes mecs en plus qui disent ma femme elle casse-couille, tu vois, et t'es limite envie de dire mais quitte-la en fait, tu vois. Moi, c'était mon point de départ sur pas mal du spectacle, c'était là, mais en vous écoutant je suis là, mais pourquoi vous restez avec cette personne? Ouais, c'est personne clair. Vous a obligé. C'est clair. Déménager, en fait. Après, évidemment, ça dépend toujours de comment c'est fait, parce que c'est vrai que tu peux avoir des trucs très drôles qui sont pas forcément genre méchants, mais juste bon enfant, et que oui, en vrai, le couple, c'est toujours matière à faire des blagues, mais ouais, qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe bien, quoi? C'est vrai, c'est une vraie question. Et je suis restée très longtemps célibataire, donc je parlais beaucoup de mon célibat. Et ouais, tu sais, limite, quand je me suis mise en couple, je me suis dit, putain, je vais devoir dire adieu à tellement de blagues. Et en fait, tu trouves toujours, même en étant en couple, je pense que tu peux parler du célibat de la même manière que quand tu es en couple, tu peux... et inversement, je veux dire, quand tu es célibataire, tu peux parler de ton point de vue sur le couple. Je pense que tu as toujours une manière de retourner le truc. Tu changes un peu le point de vue, et puis voilà, quoi. Mais ouais, on s'accroche à nos galères en se disant « Non, mais je tiens un bon sketch, quoi !» Tu vois, ça a l'air plus facile au départ, quoi. Ouais, mais clair. Après, je pense qu'il y a moyen. Enfin, moi, je pense avoir réussi sur certaines choses, peut-être un peu moins sur d'autres. Il faut que je travaille aussi. Mais quand on a pas dans le spectacle, je me suis dit « je fais une petite note tout de suite. » J'aime bien, je suis dans la même problématique de comment on fait. J'aimerais bien rester en couple, mais avoir des sketchs, tu vois. Ouais, c'est clair, mais c'est pas... je pense que c'est pas impossible. Et puis en plus, il n'y a pas que le couple, quoi, comme sujet. Il y a tellement d'autres sujets, mais en même temps, je trouve que l'angle de en fait, moi, ça se passe bien et j'aimerais être comme les autres stand-uppers, tu sais. C'est vrai que ça peut être marrant aussi. Ça fait être drôle.
À fond. Alors, ce spectacle, donc, tu le joues en tournée, un peu partout en France. Tu le joues à Paris le 13 mars prochain. Non, la date a changé, c'est le 23 avril. Le 23 avril, bah, c'est très bien. Et est-ce que t'aimes ça, la tournée? Jouer un peu partout? Ouais, j'adore. J'adore ça. Je trouve que... ouais, déjà, j'aime trop... j'aime trop prendre les trains. J'aime trop prendre le train, bouger. Tu sais, t'as un peu l'impression, oui, bon, c'est pas vraiment des vacances, mais genre, je sais pas, je kiffe et quand même, j'ai l'impression que... Ouais, par rapport à Paris, le public peut être difficile, quoi. C'est un peu, c'est assez connu, quoi, mais le public peut être un peu plus exigeant, un peu, des fois un peu blasé, ou je sais pas. Ce qui à la fois est génial parce que tu dois être exigeant avec toi-même, du coup, dans ton travail, et que quand t'arrives à exploser une salle, bah, c'est très gratifiant. Mais j'ai l'impression que la tournée, ouais, tu t'éclates plus. Déjà, enfin, je sais pas, t'es toujours bien reçu. Enfin, ouais, je sais pas, genre, t'es bien traité, tu vas à la rencontre de nouveaux spectateurs. Moi, du coup, à mon échelle, les gens qui viennent me voir, ils viennent un peu par hasard, quoi, tu vois. Donc, c'est cool, quoi, de te dire, ah, bah tiens, bah, ça a matché entre vous et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ouais, non, j'adore. Là, je vais en Bretagne à la fin de la semaine. J'ai jamais joué là-bas. Je suis jamais allée à Rennes et Brest. Bah, je suis ravie, quoi. C'est l'occasion de découvrir aussi des endroits. Donc, moi, j'adore. Bah, c'est parce que des fois, il y a des humoristes, tu vois, c'est pour qui c'est compliqué de quitter la maison ou qui aiment pas ce truc d'être sur la route et tout. Et moi, à chaque fois, je l'entends, je suis là, mais ça a l'air trop bien. Moi, j'aime trop aller à l'hôtel, tu vois, moi. C'est clair. Après, ouais, aussi, j'adore les hôtels aussi, c'est pour ça. C'est que je kiffe. Les petits déjeuners d'hôtel, moi, on parle pas. Moi, j'ai défonce, hein, vraiment. À fond. Je mets le réveil à 7h. Ah ouais, ça, j'adore. Moi, l'hôtel, ouais, c'est ça aussi. C'est un peu le côté, oh, l'hôtel. Mais je l'ai pas encore fait souvent, mais il y a un truc vous me donnez un logement, de la nourriture pour faire des blagues, et je fais tout ça gratuitement. Ouais, de fou. Ouais, non, mais c'est un peu ce truc-là de dire, oh, c'est quand même chouette, quoi. Quelle vie. Et je sais pas, alors bon, là, j'habite en couple, mais on n'a pas d'enfants. Peut-être qu'après, quand on aura une vie de famille ou quoi, ça sera différent. Et que partir trop loin de chez moi, enfin, trop longtemps, je veux dire, pas trop loin, mais trop longtemps de chez moi, ouais, au bout d'une semaine, je suis là, genre, bon, j'aimerais bien retrouver mon appartement et mon chéri. Mais non, ouais, sinon, je kiffe, et peut-être que c'est parce que c'est au début, peut-être que je vais en avoir marre, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, j'adore. Trop bien. Et est-ce que, à part le spectacle, t'as d'autres actualités dont j'aurais pas connaissance? Non, hein, je crois pas. Hein. Non. C'est très bien. Un spectacle, c'est déjà. Ouais. Ça occupe déjà, c'est le temps et tout ça. Alors, dans le spectacle, moi, j'aime remonter le temps avec mes invités. Donc, on va revenir au tout début. Alors, si mes recherches sont bonnes, tu es né le 5 septembre 1995. 1er septembre. Ah, les gens t'ont souhaité l'anniversaire de la mauvaise date. C'est ça le problème. C'est vrai. Attends, t'as vu ça où? Sur Facebook? C'est ça. Ah. Donc, bah, ils se sont trompés. Bah, c'est ça. 1er septembre 1995 à Tarbes. Et t'as grandi à Marseille, mais une bonne partie de ta famille était de Bagnères de Bigorre. Absolument. Putain. Et tes grands-parents sont de Pouzac. Alors, oui. Putain, ouais, t'as bien fait tes recherches, hein. T'as lu les articles sur le Dauphiné libéré? C'est ça. Absolument, mon premier article, j'étais pas peu fière. Tu peux. Oui, j'ai mes grands-parents maternels, absolument, qui sont du sud-ouest. Bah, je pense que je n'avais jamais été aussi précis géographiquement. Ouais, mais... c'est ça. Feu mes grands-parents qu'on embrasse de là où ils sont. Ça, je ne le savais pas, sinon je ne l'aurais pas mentionné. Mon grand-père est mort il y a 22 ans. Il est mort à cette date. J'ai reçu un message de ma tante aujourd'hui dans le groupe WhatsApp qui a dit « Aujourd'hui, ça fait 22 ans qu'il est parti. » Eh ben, on l'embrasse. Yves, si tu nous entends. Ah, c'est le nom de mon papa. Allez. C'est vrai. Ben, on l'embrasse aussi, tiens. Aussi. Qui écoute sûrement le podcast. Et tous les Yves de la francophonie. Et qui va le rester. Et qui va le rester. Touche du bois. Allez, il y a du bois partout, ça. C'est ça. Mais est-ce que enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle? Ouais, enfin, j'aimais bien. J'étais un petit bout de train, ouais. Oui, si, quand même, ouais. J'aimais bien faire l'andouille. Et est-ce que tes proches, tes parents, ta sœur sont des gens drôles? Ouais, ma mère, mais elle le fait pas exprès. C'est marrant comment la mère, ça revient très souvent dans les épisodes. Elle est drôle, mais sans le vouloir. Ouais, mais c'est trop chou, mais c'est trop drôle. Avec ma soeur, on se tape des barres, c'est trop drôle. Mon père, ouais, pareil, à sa manière, il est drôle, mais sans le faire exprès, parce que, tu sais, il a vraiment ce truc des papas un peu taiseux, tu sais, qui répondent des pouces sur WhatsApp. Moi, les seuls messages que je reçois de mon père en ce moment, alors la dernière fois, il m'a envoyé un mail, et pour m'informer du cours d'action d'Air Liquide. Et quand c'était le moment d'acheter et de vendre,
Et en fait, tu sais, il a, je pense, t'as un truc, enfin, j'espère que c'est automatique, mais il a signé cordialement Jacques Lombard. Et j'étais là, genre, bah, tu sais. Et en fait, il m'envoie régulièrement, genre, les newsletters, genre, des trucs de bourse et tout. Mais ça m'intéresse en plus, tu vois, ça m'intéresse et tout. Il sait que j'ai ouvert un PEA et tout, tu vois. Mais du coup, maintenant qu'il sait, bah, il est à fond, il m'envoie plein de trucs, c'est trop drôle. Donc, ouais, là-dessus, il est drôle, mais non, c'est pas un blagueur, quoi, sinon. Et ma sœur, elle a un bon sens de l'humour. Ouais, moi, on rigole bien avec ma sœur. Est-ce que vous alliez voir beaucoup des spectacles? Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision, des humoristes ou pas spécialement? On n'allait pas trop en voir sur scène. Quoique, cela dit, avec mon père, pendant plusieurs années consécutives, tous les étés, on allait au Festival d'Avignon et on se faisait un programme, on prenait le programme du off et on se faisait grosse journée, on allait voir plein de spectacles. Donc si ça quand même, c'était un peu le seul moment où on allait voir des spectacles d'humour. Et après, moi, sinon, j'ai grandi avec les DVD de Gad Elmaleh, Florence Foresti, les Pour toi publics de Franck Dubosc. Ça, putain, il faudrait que je les remette d'ailleurs, ça fait tellement longtemps. Mais ça me faisait tellement rire. Les petites annonces aussi d'Eli. Et il y avait aussi chez mes grands-parents, il y avait une cassette des Inconnus. Il y avait 2 cassettes chez mes grands-parents. Il y avait la cassette des Inconnus et la cassette d'Anastasia, mais pas le dessin animé qu'on aime qui est cool. C'était genre un faux Anastasia. C'était un dessin animé, mais genre les dessins ils étaient éclatés, quoi. Donc il y avait ça. Et en fait, il y avait la cassette des Inconnus, mais genre où il y avait des sketchs, mais ça me faisait rire. Alors qu'en fait, je comprenais pas vraiment. Tu sais, quand adulte, après, j'ai revu les sketchs, j'étais genre, putain, mais c'est super drôle, mais c'est un peu des. Enfin, où j'étais trop jeune, quoi, pour comprendre. Tu comprends un autre niveau de lecture. Ouais, exactement. C'est comme quand tu regardes les Disney. Il y a les blagues pour les enfants, il y a une bonne blague de cul au milieu, tu fais, oh là, je l'avais pas entendu quand j'étais enfant. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Mais ouais, du coup, moi j'avais lu que t'avais le spectacle L'autre c'est moi de Gad Elmaleh. Ouais. C'était un des spectacles que t'avais beaucoup écouté, enfin on a la même génération. Ouais. Toi t'es 95, moi je suis 93, mais donc L'autre c'est moi, nous on connaissait toutes les répliques, les chansons, les trucs. Enfin, tu parles du spectacle de Jerry Seinfeld. Ouais, c'est voilà. ça. C'est ça. On connaissait déjà les humoristes anglophones sans le savoir. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Et ouais, le spectacle des sketchs à la cigale de Florence Foresti aussi. Genre, où elle dit j'aime pas les filles, j'aime pas les garçons et tout ça. Ce spectacle, c'est trop bien. À fond. C'est trop bien. Bah, la viande Barbie, tout ça. Ouais, génial. Et aussi, j'avais un autre DVD avec toutes ces chroniques, enfin tous ces sketchs chez Ruquier. Oui. Qui était trop forte, cette meuf. Incroyable. Moi, il y avait 100% de bouse. Ah oui, aussi, ouais. Que j'ai poncé, mais... Ouais. C'est mon premier DVD d'humour, donc je l'ai vraiment regardé. Ouais. Je sais que il y avait 100% de boost et il y en avait un autre aussi, je crois, celui d'avant, parce que 100% de boost, ça doit être le deuxième. Et moi, j'avais le DVD de celui d'avant où vraiment, il a 24 ans, quoi. C'est fou, en fait, avec le recul, tu sais. Moi, je regardais ça quand j'étais petite, mais maintenant, là, j'ai 30 ans. Et j'ai dit, mais c'est... Tu sais, c'est comme, je sais pas si t'as déjà vu ce spectacle de Eddie Murphy. C'est son premier où il arrive il a un Delirious, le truc exactement mauve. Où il a un truc en cuir. Il y a un truc en cuir mauve et il y en a un autre spectacle où il est en rouge, je crois. Je crois que Delirious c'est en rouge et il a un truc, mais il arrive en rockstar et je crois qu'il a 21 ou 22 ans, un truc. C'est fou, quoi. Et est-ce que quand tu les voyais sur scène, tu te disais je vais faire pareil? Ouais, moi pour le coup, L'autre c'est moi, il y avait vraiment un truc où après ça, je refaisais les sketchs à mes copines dans la cour d'école. Pareil, je refaisais un peu les petites annonces d'Eli, les Pour toi publics et tout. Et je kiffais trop. Et ouais, quand j'étais petite, je m'étais dit j'aimerais être humoriste, actrice et chanteuse. Ok. Les 3. Je voulais la carrière de Camille Lelouch, en fait. C'est ça. Bah, t'es déjà humoriste, donc félicitations. T'as réalisé tes rêves d'enfant, tu vois. Exactement. J'ai lu qu'à 6 ans, t'as dit à tes parents que tu voulais faire du théâtre. Tout à fait. Et donc t'as commencé à faire du théâtre. Qu'est-ce qui t'attirait dans le théâtre? Parce que là, il y a le côté humoriste, mais le côté théâtre aussi Ouais, c'était faire le clown. Hein. C'est ça. Oui, c'était juste faire le clown. Vraiment, on avait créé un petit spectacle. J'avais 7 ans, je crois, première année de théâtre et tout. Et j'avais trop kiffé, quoi. Vraiment. Et c'était ça, je faisais le clown. Et t'as fait du théâtre toute l'adolescence? Ouais, quasiment. Oui, au collège, j'en ai fait. Lycée, j'en ai fait au lycée. Et après, ouais, voilà, c'est ça. Et des spectacles d'humour, tu t'es pas dit que t'allais faire à cette période-là, ou dans les spectacles de l'école ou dans ce genre de choses? Je sais
pas. Je crois qu'après, quand je suis arrivée au collège, c'était plus. Je m'étais dit, j'aimerais bien faire du cinéma. Enfin, plus actrice, quoi. Ouais, voilà. Bah, du coup, après le lycée, tu as fait une formation de théâtre classique au conservatoire de théâtre de Marseille. Comment tu décrirais ton expérience au conservatoire ? C'était trop bien, franchement, mais c'est marrant parce que j'avais fait du théâtre avant, mais là, je me suis dit, ah oui, d'accord, je connais rien en fait. Okay. J'avais passé le concours du conservatoire un peu avec... Enfin, j'avais été trop contente d'avoir été reçue et tout, mais c'est vrai que les premiers jours, je me rappelle, on faisait un exercice... je crois qu'on travaillait sur le clown justement qui est très très codifié l'exercice du clown en théâtre et c'est beaucoup d'impro donc et je me souviens que j'avais fait un peu une impro et ma prof de théâtre m'avait dit on n'est pas au café théâtre ici. Et c'est là que j'ai un peu compris, mais tu sais, l'espèce de scission qu'il y a entre le théâtre et le stand-up, l'humour en général. Mais en plus, la manière dont elle a dit, c'était même pas un jugement de valeur, parce que c'est vrai qu'en fait, par rapport au clown, c'était pas, ça avait rien à voir, quoi. Ça rentrait pas dans l'exercice du clown, mais cela dit, c'est vrai qu'il y a tu sens quand même une scission, quoi. Une scission, même si ça tend à disparaître, parce que maintenant, là, de plus en plus, là, t'as des spectacles qui intègrent du stand-up, machin et tout. Enfin, ça... La limite est plus fine qu'avant, quoi. Ouais. Et puis, c'est surtout que le stand-up, maintenant, c'est plus reconnu comme une discipline. On en voit de plus en plus. Et il y a de plus en plus d'humoristes, de bons humoristes. Et donc, ça tend à se démocratiser, à se professionnaliser. Donc, maintenant, on se dit « Ah, mais c'est cool, en fait !» Bah oui. Et est-ce qu'à cette période-là, tu te voyais faire une carrière théâtre classique ? Oui, parce que du coup, j'ai un peu shifté complètement, où je me suis dit, mais en fait, non, mais je vais pas faire humorisme, en fait, je vais être une tragédienne, quoi. Donc, je m'étais dit, ouais, théâtre, cinéma, et en fait, j'ai un peu laissé de côté, justement, mon côté comique, comme si c'était plus... comme si je voulais qu'on me prenne au sérieux et que ce qui était noble, en fait, c'était la tragédie. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. D'ailleurs, dans les scènes que je travaillais et dans les scènes que j'ai présentées pour les concours d'école nationale plus tard, que j'ai toutes ratées par ailleurs, j'avais choisi des scènes plutôt tragiques ou alors... Aussi, quand je suis arrivée au conservatoire, je pense que j'avais 18-19 ans. C'est un peu le moment aussi, moi, j'avais envie de plaire, notamment aux garçons surtout. Et donc, t'as envie un peu d'être coquette, quoi. Et j'ai l'impression que la comédie, justement, tu peux pas être coquette en comédie. Tu vois, c'est presque un peu l'antithèse. Et du coup, moi, c'était ça. Je crois que... Et c'était, je pense, même pas très conscient de ma part, mais voilà, j'avais envie d'être une tragédienne sensuelle, quoi, en fait. Okay. Qu'on se dise, elle est belle, et elle pleure, et elle est belle, et machin. Et... Alors qu'avec le recul, si aujourd'hui, je devais refaire le conservatoire, mais je travaillerais du boulevard, quoi. Et puis, il y a aussi ce cliché-là, c'est que même le boulevard, c'est mal vu, quoi, tu vois. Mais que tu regardes Fédo, mais c'est... quand c'est bien fait, mais qu'est-ce que c'est drôle, mais c'est tellement drôle et c'est très dur même, c'est comme tout, hein, mais pour que ça soit bien fait, oui, tu peux être dans le cliché d'une pièce de Fédo quand tu le fais en impro de une porte, les portes qui claquent, exactement. Mais alors qu'en vrai c'est super drôle et ouais, si je devais le refaire, je ferais beaucoup plus ça ou du Marivaux aussi qui a écrit des pièces qui sont vraiment drôles. Après dans le répertoire plus classique, je trouve, il y a quand même les rôles qui sont vraiment marrants. Non, si dans Molière, quand même, t'as des rôles de meufs marrantes, mais t'es souvent les meufs, après, c'est pas mal les faire valoir ou les objets de désir. C'est bon. Mais t'irais plus, en tout cas, dans la comédie. Ouais, bien sûr. Bien sûr, et qu'en fait c'est ça, moi je me serais beaucoup plus éclatée. Et d'ailleurs quand on a fait du registre comique, moi c'est là où je m'éclatais beaucoup. Après, t'es monté à Paris. Alors, j'ai entendu dans un podcast que c'était pour continuer ta formation, mais j'ai lu un article qui disait « Pour tout dire, la jeune femme avait rejoint la capitale avant tout par amour ». Oui. Et j'aimais bien cette petite phrase. Absolument. Après le conservatoire de Marseille, donc j'ai tenté plusieurs concours pour des écoles nationales que j'ai toutes ratées. Donc je crois que j'ai passé 13 concours, dont notamment en Belgique, à l'INSA, c'est le conservatoire royal de Liège. Et à ce moment-là, du coup, je revenais de Liège, j'avais aucun concours. Et cet été-là, j'avais rencontré un garçon dont j'étais tombée éperdument amoureuse. Et en fait, lui, il était de Paris.
Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas à Paris en fait? Enfin, là, j'ai plus rien à faire du coup à la rentrée, je sais pas quoi faire. Je m'étais dit, Paris, c'est bien quoi pour le métier. Soit je pourrais me reformer, soit je pourrais tenter des castings, machin, enfin essayer de me mettre à la recherche de ça, quoi. Et donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc c'est ce que je dis toujours, c'est que bon, s'il avait habité à Limoges, je suis pas sûre que je l'aurais suivi à Limoges, tu vois, mais n'en déplaise Limoges. aux personnes habitant aux habitants de Limoges. Ils sont 4, ça va. Le podcast est très écouté à Limoges, merde. Ah, la base de mon public est à Limoges. C'est ça. Désolé. La chute d'audience que tu vas avoir. J'adorerais que je puisse les citer. Désolé, Bernard, Frédéric, Marie et Juliette. On vous embrasse. Mais donc voilà quoi, c'était un peu les deux quoi. Et puis je pense que ça aurait été flippant pour lui si c'était juste pour lui. Donc et au final, tu vois, il a rompu la veille de ma crémaillère. On s'en souvient encore. Ah, c'était un chouette moment. Mais c'était un peu drôle avec le recul parce que je connaissais personne à Paris, donc j'avais invité des gens qui étaient à ma nouvelle formation de théâtre que je connaissais très peu, et j'avais invité aussi pas mal de potes de mon mec, mais du coup j'ai dû leur dire venez pas du coup puisqu'il m'a quitté, donc vous emmerdez pas hein. Alors, je déteste quand les gens font ça, mais il y a moyen de faire un sketch là-dessus, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai, mais j'en avais parlé de mes premiers sketchs, je crois, je parlais de ma rupture avec lui quoi, mais en fait le truc c'est que comme après ça a pas du tout été un connard par ailleurs, tu sais, c'est un peu plus difficile oui. Si après tu peux faire des blagues sur la rupture évidemment et sur comment tu te sens, mais toi il était tellement gentil ce mec, et il a jamais été désobligeant ou quoi, tu vois, il y a jamais de bon timing pour quitter quelqu'un, tu me diras. donc voilà, mais c'est vrai quoi, le truc de du coup venez pas. Mais comment t'as vécu un peu cette période, le fait d'être refusé dans les écoles et tout? Est-ce que c'était vraiment genre remise de vie en question? Ah ouais, c'était horrible. Ouais. Mais c'est donc 13 concours, c'est 13 rejets quoi quand même, tu vois, c'est plus après ce mec là, moi ça a été, je le considère vraiment comme mon premier amour quoi, vraiment, et ça a été ma première rupture en plus, donc t'as ça qui s'ajoute et tu dis super. Et ça, ouais. Dans une nouvelle ville en plus. Ah ouais, dans Paris, une nouvelle ville. Pas la c'était ville la plus horrible. accueillante au départ. Paris, ça met, il faut au moins un an et demi pour t'y faire. Hein. Je veux dire, c'est l'enfer. Mais ouais, non, le truc des concours, ça a été vraiment très dur parce que bon, moi, comme énormément de jeunes comédiens en formation, je rêvais de faire le Conservatoire de Paris. Mais en fait, ce qui est un peu bizarre, je pense peut-être qu'aussi je l'ai pas fait pour de très bonnes raisons, mais en fait, le Conservatoire de Paris, c'est une formation, c'est pas une fin en soi. Le but, c'est d'être acteur et être actrice, quoi. Donc, le Conservatoire n'est qu'un chemin, un chemin prestigieux, certes. Mais en fait, je crois que aussi, ce qui était plus valable pour moi, c'était d'avoir l'approbation de dire Conservatoire de Paris, et que c'est vrai que bon, il y a plein d'acteurs et d'actrices que j'adore qui ont fait le conservatoire, donc tu dis oui, c'est un très beau tampon, on va dire. Donc ouais, je rêvais de ça. Donc pareil, Lyon, l'ENSAT, c'était une école aussi dans laquelle j'avais très envie d'entrer. Enfin, donc, et puis c'est très épuisant aussi parce que tu prépares tes scènes, donc tu dois bien choisir ta scène. Moi, j'ai pas toujours fait les meilleurs choix en termes de scène, parce que je crois qu'aussi je me souciais trop de ce que potentiellement le jury attendait, alors que en fait ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu choisisses un truc, que tu montres qui tu es, et donc pour ça il faut choisir des trucs qui te font kiffer en fait. Mais aussi c'est que je pense que quand j'ai passé les concours, j'étais trop jeune, parce qu'aussi en France, en Belgique, il n'y a pas de limite d'âge, ce que je trouve très bien. En France, c'est de 18 à 25 ans en général. Et je trouve ça fou. Même des fois, c'est un peu plus jeune, il me semble. Parce que, putain, mais à 18 ans, qu'est-ce que t'as rien à dire? Enfin, un peu, une fois que t'as ouais, c'est ça, c'est fini, exactement. Après, tu peux faire des dérogations, dois faire des demandes de dérogation pour passer le concours, mais il faut un écrémage, parce que sinon, au Conservatoire de Paris, je crois que t'as 2000 candidats à chaque fois, c'est énorme. Mais ce serait intéressant, je pense, des gens plus âgés, ils tout à fait, absolument. Vécu, ils ont plein de choses à raconter. Ouais, absolument. Ce serait intéressant. C'est clair et net. Moi, à 18 ans, vraiment, j'étais perdue, quoi. Je pensais juste au regard des autres, et voilà. Après, t'as des gens à 18 ans qui sont déjà trop forts, et voilà. Mais ouais, du coup, ça a été plusieurs claques, quoi. C'est toujours le truc qui est chiant avec les échecs. Mon père, il est beaucoup comme ça, mais c'est quelle leçon t'en tires, quoi. Et
Oui, bon, avec le recul, tu peux toujours donner du sens aux choses, mais bon, surtout que les concours, oui, ce que j'ai pas dit, mais c'est que ça coûte de la thune, hein. À chaque fois, tu dois payer pour passer tes concours. Tu dois payer pour ton billet de train, parce qu'à l'époque, moi, j'habitais à Marseille. Souvent, les concours, ils sont... Alors, t'en as pas mal à Paris, mais t'en as après à Saint-Étienne, à Lyon, un peu partout. Tu dois payer pour ton billet de train, le billet de train de ta réplique, le billet... Enfin, si tu prends un hôtel Airbnb, donc t'as tout ça, en fait. Donc, ça fait un paquet de pognon. Et je peux te dire qu'à 18 ans, je roulais pas sur l'or, quoi. Je bossais chez Subway, mais bon, c'était pas... Voilà. Donc, ouais, ça a été un peu ça a été un gros échec. Ouais, aujourd'hui, où ça va mieux aujourd'hui, parce que bon, je suis trop contente de ce que je fais, mais tu sais, j'ai toujours des fois une amertume un peu envers le théâtre, la manière aussi dont ça fonctionne et ce côté un peu on essaie d'être inclusif aussi, alors que t'es là genre ouais, c'est plus compliqué que ça, mais je continue d'aller au théâtre et j'aime beaucoup le théâtre et peut-être qu'un jour je ne sais pas quoi, mais donc ouais, c'est une petite amertume qui me reste encore quand même. Au moins, ça t'a amené à Paris et au stand-up. Ça, oui. Ça, c'est le point positif. Ouais. Pour revenir sur du positif, je sais pas. Ouais. Désolé si je te rappelle des mauvais souvenirs. Non, pas du tout. Non, j'ai pas du tout de mal à en parler. Non, pas du tout, parce qu'encore une fois, moi, je suis très heureuse où je suis aujourd'hui, mais et quand il nous arrive des échecs, on a toujours besoin de donner du sens. Aux choses en se disant bah voilà, oui, c'est vrai que ça m'a amené à Paris et tout, mais t'es juste là, ouais, mais sur le moment ça fait mal quoi. Oui. Tu vois, et voilà, mais aujourd'hui je suis très heureuse de ce que je fais. Trop bien. Mais donc à un moment donné tu t'es dit que t'en avais marre, tu vas trouver un taf et passer des castings. Comment ça se passe pour toi les castings? Je sais pas si tu en fais encore, c'est quelque chose que tu es à l'aise de faire ou c'est un enfer? De l'extérieur ça a l'air du pire truc au monde. Ouais, non, mais en fait c'est très dur parce qu'en plus c'est pas genre tiens je vais passer des castings. En fait il faut solliciter énormément. Moi quand je me suis dit bah vas-y je vais arrêter les formations de théâtre. J'ai trouvé un boulot de serveuse dans un resto, j'avais jamais fait ça. 20 heures semaine, ce qui me laissait le temps à côté pour je faire des photos pour un book de comédienne. Après, t'envoies plein de mails à des agents, des directeurs de casting et tout. C'est énormément de sollicitations, de mails que t'envoies sans réponse. Et là, j'avais trouvé ma première agente qui m'a trouvé mon tout premier casting dans un film qui était le seul petit rôle que j'ai eu dans un film, voilà. Pour l'anecdote, c'était un peu comique parce que je reçois la scène, donc moi trop contente, je me dis putain, je vais être au ciné quoi, wow. Et en fait je jouais le rôle d'une femme qui porte le niqab, ce qui est donc il y a le hijab qui est le foulard où on voit le visage, et après t'as le niqab où on ne voit que les yeux, donc j'étais là, genre bon bah c'est top, on va pas me voir. Bon, et à la fin de la scène je l'enlève quand même, donc on voit ma teuté, et voilà. En plus bon, j'avais un peu un truc de je suis pas du tout arabe ou musulmane ou quoi, tu vois. Et d'ailleurs je passe le casting et genre là je fais ma vidéo de présentation, je dis bonjour, je m'appelle Alice Lombard, et là je vois le directeur du casting qui regarde son assistant en disant ça fait pas très arabe ça comme nom. Bah oui. Et bah écoute, faites comme si je m'étais convertie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça je pense qu'ils pouvaient le savoir avant de te faire venir sur place. Oui, en plus, oui, mais voilà. Mais bref, tout ça pour dire qu'après c'est très dur, j'ai fait beaucoup de figurations, après des trucs comme ça, mais après des castings vraiment pour la fiction, ça tu vois, c'est si j'en ai passé après un peu d'autres, mais donc voilà, c'est quand même beaucoup de sollicitations. Moi cet agent après ça s'est terminé je pense 1 ou 2 ans après, donc voilà, c'est beaucoup de figures où je passais plusieurs heures par jour à éplucher tous les groupes Facebook, tous les sites de casting, les machins, où t'envoies plein de mails quoi, donc c'est très tu passes plus de temps à solliciter des gens qu'à passer des castings, hein, au final, hein, j'en passais pas tant que ça, et puis quand t'as pas d'agent en plus ou quand on a plus, c'est encore plus compliqué quoi. Mais c'est quelque chose auquel t'aimerais bien revenir, le fait de jouer dans... Ouais, j'adorerais. J'aimerais beaucoup. Je pense que si ça doit se faire, ce sera un peu par le biais du stand-up, parce qu'aussi c'est que moi j'ai quitté donc l'agence dans laquelle j'étais parce qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas. En fait, je me suis dit mais et qu'aussi elle m'envoyait pas énormément de casting, mais en même temps je peux pas vraiment lui en vouloir parce que j'étais jeune comédienne, c'était aussi une petite agence à l'époque, et en fait je crois que j'avais besoin aussi de faire mes trucs de mon côté et de savoir pourquoi je veux intégrer telle ou telle agence, et en fait voilà, j'avais besoin un peu de ce truc là. Maintenant avec le stand-up je sais que j'ai produit quelque chose, je fais quelque chose, donc je sais que si tu vois je rencontre des agents, je serai plus attentif sur ce que j'attends de lui ou elle, un truc comme ça, enfin j'aurais envie d'une vraie rencontre quoi. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'avec le stand-up, du coup je montre que je sais écrire, que je sais jouer, donc voilà, j'ai un peu quelque chose à présenter en tout cas. Mais en t'éloignant du coup de ta formation classique, tu retrouves le goût à l'humour. À cette époque, tu fais pas mal de
stories sur Snapchat. Ouais. Et tu as des chouettes retours de ton entourage et tu commences à assister à beaucoup de scènes ouvertes, donc à des plateaux dans les comédie clubs, tout ça. Est-ce que c'est à Paris que tu as découvert les comédie clubs ou tu connaissais déjà un petit peu d'avant? C'est à Paris où j'en avais entendu parler et il y avait, j'avais cette idée d'essayer le stand-up qui commençait à germer. Et je me souviens, un jour, mon père vient à Paris quelques jours et je lui parle de ça et je lui dis « Ah, mais je crois que le stand-up, ça me plairait bien. » Et je lui dis « Ah, tiens, il y a ce plateau. » Et je cherche un plateau de stand-up. À l'époque, c'était les Dimanches Marrants à la brasserie Barbès. Et c'était à l'étage de la brasserie, un petit espace où il y avait un comédie club. Et du coup, on y est allé. On est arrivé en retard, donc on était assis tout devant. Et il y avait Noman Osni qui avait pas raté mon père, je me souviens. Okay. Il avait fait des blagues, mais j'étais genre, mais c'est l'enfer. Où il avait dit, genre, il a regardé dans les yeux, il a regardé mon père, il a fait, toi, t'es tellement beau, j'ai envie de t'enculer en te regardant dans les yeux. Oh, waouh! Et moi, j'étais à côté. Après, il a fait, c'est ta meuf? Et mon père a fait, non, c'est ta fille et tout. C'était l'enfer. Il y avait aussi Adrien Arnoux qui était là, Merwan Ben Lazare aussi. Et très beau line-up, quoi. Et ça m'a bien plu. Après, j'étais allée voir aussi un labo du rire au Paname. Donc, c'est les plateaux, les scènes ouvertes de 16h où c'est vraiment les débutants qui commencent là-bas et en général tu joues devant 4 personnes. Et là c'était Oumoud Cocker qui présentait, qui faisait la chauffe et il parle au public, je sais pas, il parle à des gens qui étaient venus voir un humoriste et après moi il me parle, il me dit toi t'es venu voir quelqu'un? Je dis non et il me dit ah tu veux faire du stand-up? J'ai dit oui. Fort. Et maintenant tu fais une scène avec lui aujourd'hui. Ouais, c'est clair, ouais, c'est vrai, tu vois la boucle est bouclée. Oumoud trop fort. Et qu'est-ce que t'as aimé dans les comédie clubs quand tu y allais? Alors déjà à ce moment-là aussi, il y avait 2 spectacles qui étaient sortis et que j'avais vraiment aimé. Il y avait Pulsion de Kian Kojandi et surtout Je parle toute seule de Blanche Gardin. Et donc moi j'étais religion Blanche Gardin, j'étais à fond, quoi, tu vois, je me disais c'est trop fort et du coup ouais, c'est ce que j'ai retrouvé un peu dans les comédie clubs et ce truc de je crois que c'est le truc de se raconter soi que je trouvais génial et puis l'immédiateté du truc de dire mais tu peux écrire des blagues le jour et juste les raconter le soir, c'est trop bien, quoi. J'adore. Et puis le côté un peu informel c'est une espèce de conversation, enfin ouais, j'aime bien cette espèce de grand mensonge du stand-up de faire croire que c'est une conversation parfaitement informelle, je viens d'avoir cette idée là machin alors que ça fait 4 ans que ça fait 4 ans que t'en parles et que tu bosses ta putain de blague. Et puis surtout en fait où ça m'a rappelé à quel point j'aime trop l'humour en fait et qu'en fait c'est ça qui me plaît, quoi. Je comprends. Moi j'aime tellement le stand-up que quand je vais voir un autre art, même si j'aime bien, je me dis toujours c'est bien. Mais je suis mieux dans du stand-up, quoi. Mais du coup, avant de te lancer, donc tu as été voir les comédie clubs, tu as même commencé à écrire tes premiers textes. Qu'est-ce qui fait que tu es passée de spectatrice à c'est bon, j'y vais, première scène? Bonne question. Parce que entre le moment où j'ai commencé à aller voir des scènes ouvertes et j'écrivais aussi en même temps, et en fait je me dis c'est pas encore prêt, c'est pas bien et tout. Sauf qu'en fait tant que t'as pas essayé une fois tu peux pas savoir, et je repoussais toujours le moment. Puis je me suis dit allez vas-y, j'ai pris une date au labo du rire au Paname, je crois que c'était un lundi, un truc comme ça, et je me suis donné un coup de pied au cul au bout d'un moment et j'étais accompagnée d'une copine en plus qui était venue, donc je crois que c'est un peu à force de me dire bon allez maintenant faut y aller, ça sert à rien d'attendre parce que ça, de toute façon ça va être nul en fait. Mais non, en fait c'est ça le problème, c'est que sur le moment je me disais ça peut être bien mais il faut que ce soit brillant, alors que t'es là genre ce sera forcément nul. Mais c'est marrant, ouais, comment au début quand tu connais pas le stand-up et ça j'en vois beaucoup des mecs qui disent ah ouais, j'en ai déjà croisé qui disent ah ouais, tous mes potes ils me disent que je suis marrant, ils disent que je pourrais faire du stand-up et toi ouais, je pourrais, bah vas-y fais, ouais. Si t'es aussi marrant. C'est classique ça. C'est souvent des mecs, voilà. Allez, le mot est lâché. Ouais, je suis assez d'accord. Parce que d'expérience, je crois qu'il y a que des gars qui m'ont dit ça. Et moi, je crois qu'en fait, il y a un petit truc de stand-upper, de quand quelqu'un me dit ça, j'ai juste envie qu'il le fasse et qu'il plante. Mais... Tellement. Mais tu sais, il y a longtemps, je jouais beaucoup au Barbès Comedy Club, donc qui était avant la scène Barbès, et j'animais les open mic et j'adorais ça. C'était des super open mic, c'était le soir à 23h, minuit, c'était plein et il y avait une vraie ambiance d'open mic où les gens savent. Donc open mic, pour expliquer, c'est principe de scène ouverte, donc juste tu t'inscris et tu joues 3 minutes
il n'y a pas de casting avant, il n'y a pas de sélection, donc n'importe qui peut y aller. Et donc, tu as de très bonnes surprises. Et le public était à fond parce qu'ils étaient au courant, ils savaient ce qu'ils venaient voir. Bon, tu avais des gens un peu bourrés des fois à 23h, voilà. Mais c'est déjà arrivé une ou deux fois que tu es un petit mec qui se dit ça a l'air facile, je vais le faire. Et en fait, tu le vois se planter royalement et dire ah ouais, en fait, c'est dur. Bah ouais, connard. Ouais. Mais moi, c'est pas bien, mais ça me mais fait bien un peu sûr, plaisir, quoi. Tu sais, cette arrogance d'arriver sur scène en disant j'ai rien préparé, tu vois, alors que non, les autres, en fait, ils ont bossé. Hein. Ouais. Mais moi, ça m'impressionnera toujours, cette arrogance de se dire mais ça a l'air facile, moi, je peux le faire. Moi, justement, j'ai pris longtemps avant de le faire parce que je me disais ça a l'air tellement dur, en fait. Ouais. Et quand il y a des gens qui me disent ça, ça m'énerve un peu. Ouais, quand ils se plantent, je suis là, yes. Mais c'est marrant de dire ça alors que, par ailleurs, on se démène pour faire... Enfin, on travaille très dur pour faire croire que c'est parfaitement facile et que c'est très spontané, qu'il y a ce côté informel. Donc finalement, je pense que c'est un peu le revers de la médaille aussi, quoi. Oui, c'est ça. Les gens vont te dire, ah, ça, c'était improvisé. Tu fais, ouais. Pas du tout. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que... et vous écrivez, tu sais, des fois tu fais un plateau, t'as joué 20 minutes, et vous écrivez vos blagues. Bah oui, et qui pensent que non, on improvise et voilà. Mais je pense que du coup il faut le prendre comme un peu comme un compliment. Voilà, ça veut dire que bon, voilà, c'est naturel, exactement. Bah ouais. Il y a des gens qui vont voir Roman Frécinet et qui se disent que c'est de l'impro, quoi. T'imagines? C'est fou. Arrêtez. Mais du coup, ta toute première scène, donc tu l'as dit, c'est au Labo du Rire, au Paname, à 17h devant 8 personnes. Ouais. C'était le 3 juillet 2019. Putain, attends, mais t'as trouvé ça où? T'as fêté mes 3 ans il y a 3... Bien joué, ouais. Bien joué. Parce qu'à chaque fois que tu me donnes une info, je me dis attends, où est-ce qu'il a pu le voir? Ok, ça, cet article, j'ai dit, machin. Sachant que pour le moment, j'ai pas énormément d'articles, donc ça me permet de savoir assez rapidement. Et après, mes posts Instagram, oui, c'est vrai, j'avais fait un... Tout à fait. Et du coup, t'as joué devant les 8 personnes et aussi Kader Aoun qui était présent. Tout à fait, absolument. Attends, c'est vrai. Kader, que j'ai vu hier, tiens, pas plus tard qu'hier au solo. Kader Aoun, pour ceux qui ne savent pas, qui est le producteur historique du Jamel Comedy Club, qui tient le Panama Café, qui est un des plus gros noms. Et qui maintenant est à la tête du solo à Paris où je joue mon spectacle. Je sais pas s'il se souvient que j'étais... il a dû voir tellement d'humoristes. J'ai fait une première scène avec Anne Cahen aussi, qui faisait sa toute première scène aussi. Et ouais. Et en fait, quand je suis arrivée là, je me suis dit... Moi, je savais qui c'était. Et je m'étais dit, putain, il y a Kader Aoun. Et je crois aussi que ce jour-là, on nous avait prévenu qu'il y avait une dame, une directrice de casting pour La France, un incroyable talent. Donc moi, si tu veux, j'arrive là dans ces conditions, je me dis, bon, en fait, ma carrière est lancée. Voilà. Ciao les nazes, ce qui va se passer. Et en fait, ouais, Kader était là. Et je passe sur scène, bon, tout le monde se prend plus ou moins, oui, tout le monde se prend un fou, après voilà. Et moi, je passe sur scène, et à l'époque, en plus, comme j'étais fan de Blanche Gardin, j'ai voulu faire comme elle, avec un côté où je sais pas, j'avais un espèce de clown de meuf dépressive, alors que c'est pas du tout moi, enfin, c'était, voilà. Et à la fin, Kader, on est tous dans la loge, et Kader nous fait, bon, bravo à tous, vous avez une super énergie, vraiment bravo. Par contre, c'est pas drôle, faut bosser, c'est pas drôle et tout, et je sais pas, à un moment, il me dit un truc, et je lui dis, non, mais pas Blanche Gardin, et machin, il dit, oui, non, mais t'es pas Blanche Gardin, en fait. Qui est pas faux, pour le coup. c'est complètement, c'est même vrai, j'ai envie de dire. Mais comment tu te sentais, genre, avant de monter sur scène? Genre, la toute première scène, t'es en panique ou... Ouais, j'avais peur. Ouais. Si, ouais, j'avais... Non, ouais, je rappelle plus exactement, mais je pense que je me chie dessus. Ouais, si, j'étais stressée. Et par contre, après l'avoir fait... Genre, je savais que c'était pas un truc de fou ce que j'avais, enfin, que c'était pas drôle en vrai ce que j'avais fait. Même si au début, je trouve que tu te raccroches sur le moindre petit. Ils ont ri là. Et surtout, en fait, j'étais tellement heureuse de l'avoir fait. J'étais trop contente. Fière de toi. Absolument. Bah, tu te dis, il n'y a plus... Et en fait, c'est surtout qu'après, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, je pars de rien. Donc, ça peut que s'améliorer. C'est ça qui est génial. Et tu te dis, mais ça t'ouvre un champ des possibles. Parce que c'est ça, tu vois. T'as d'autres disciplines. La danse, par exemple. La danse, si t'as pas commencé à 3 ans, tu t'y mets à 20 ans, c'est mort, quoi. Oui. Tu vois. Encore que je pense que pour le contemporain, c'est peut-être différent. Mais t'as pas mal de disciplines comme ça. Enfin, genre, il faut s'y mettre assez tôt. Alors que le stand-up, pour ça... D'ailleurs, j'ai un peu une take là-dessus, mais... Moi, je suis persuadée que n'importe qui peut faire du stand-up. Ok, oui. Alors que pourtant, je suis tout à fait contre ce discours méritocrate de quand on veut, on peut. Mais je suis persuadée que pour le stand-up, c'est vrai, par contre. Genre, j'ai l'impression que après, t'as des talents, t'as des gens qui ont vraiment un don de ça. Ça va aller plus vite pour certains, ça c'est sûr. Mais où je me dis, en fait...
c'est tellement... Il y a vraiment des gens de tous horizons dans le stand-up, autant des gens qui ont grandi dans la misère que des anciens cadres de je sais pas quoi. Donc t'as de toute origine. Et en fait, tu te racontes toi et après, il faut bosser et jouer. Après, il faut être lucide sur soi. Mais en fait, le truc aussi qui me fait dire ça, c'est que j'ai tellement vu aussi des humoristes où c'était nul. Et d'un coup, je sais pas, ils ont eu un déclic et c'est devenu fou. Et même des humoristes qui sont très bons. Devenir encore Farid par exemple qui était déjà très bon, je sais pas, il y a un moment je sais pas si c'est d'avoir ouvert le Sarfati ou quoi, mais je trouve qu'il a encore progressé, il a encore trouvé autre chose et tu te dis et c'est trop inspirant en plus, tu te dis mais c'est génial parce que lui ça va faire 15 ans qu'il fait ça et tu te dis ça veut dire que putain on progresse encore et encore, c'est génial. Mais voilà, mais peut-être que j'ai tort et que c'est pas fait pour tout le monde, je sais pas, mais moi quand même j'ai l'impression. Moi je pense toute personne qui a de l'humour au départ, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont pas drôles quoi, et je pense pas que ce soit possible pour eux. Il y a des gens qui genre ils captent pas le second degré quoi. Ah ouais, qui ont pas le sens de l'humour. Parce qu'après, il y a des gens qui sont pas forcément drôles, mais qui ont le sens de l'humour. Oui, tu vois, mais qui ont pas le second degré, quoi. Oui. Qui prennent tout premier degré ou qui arrivent pas à comprendre pourquoi les gens ont fait cette blague, tu vois, et que tu fais, mais c'est juste une blague, elle est pas drôle. Mais... Par ailleurs, c'est un problème que j'ai, c'est que moi, je n'ai pas de second degré. Enfin, okay. C'est que j'ai j'ai souvent du mal à capter le second degré. Okay. Et ça, pour mon amoureux, c'est une catastrophe industrielle parce que des fois, il me fait beaucoup de sarcasme, d'ironie, voilà. Et maintenant, j'arrive un peu plus à détecter, mais il y a des fois, vraiment, il me dit, mais tu es bête ou quoi? Enfin, genre, évidemment que je plaisante, en fait. Oui. Enfin, genre, après, des fois, c'est que c'est peut-être des fois pas très bien fait aussi. Il y a des fois, quand tu fais du second non, mais degré, moi, des fois, vraiment, genre, c'est pas qu'avec lui, c'est avec beaucoup de gens ou mais même avec d'autres humoristes, des fois, ils vont me faire une blague dans les loges et je suis là, genre, ah ouais? Tu vois, genre, mais non! Tu vois, j'ai croisé Madonna tout à l'heure. Ah bon? Bon, bah, en fait, j'ai toujours ce truc en plus de vouloir croire les gens. Ouais, j'ai un côté un peu naïf, ouais. Mais ok, bah du coup, alors tout le monde peut faire du stand-up alors, peut-être bien. Mais ça va prendre plus de temps pour certains. Ah, mais bien sûr, mais ça peut prendre 30 ans ou 40 ans. Mais moi, j'adorerais que tout le monde en fasse en fait. Moi, c'est un truc que je dis sur scène, c'est que j'adorerais que tout le monde fasse du stand-up, mais pas professionnellement, hein, pas en mode je vais faire carrière, mais juste en hobby. Tout le monde dans sa vie à un moment donné fait un 5 minutes. J'adorerais ça. Ouais, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que en même temps, comme c'est un peu le truc qui est compliqué, je trouvais qu'il est peut-être différent par rapport à la musique, mais que comme quand même les gens, je connais assez peu d'humoristes qui font ça en tant que hobby. Soit ils ont même un boulot à côté, mais c'est pour ensuite espérer le quitter et faire que ça. Ouais. Que je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'humoristes qu'il n'y a de place pour les humoristes. Bah, du coup, le risque serait que ça prenne des places d'humoristes qui ont vraiment l'ambition de faire ça. Ou alors, il faudrait créer des espaces justement pour les gens qui en font en tant que hobby, comme on fait pour la musique ou quoi. Ouais, le Hobby Comedy Club. Le Hobby Comedy Club. Et non pas le Hobbit Comedy Club, qui est un comédie club avec des petits gens à pieds poilus. C'est ça, que des gens à pieds nus. Oh, c'est ça. Jamais je vais là. Mais comment tu décrirais tes débuts dans le stand-up? Donc là, tu fais ta première scène. Est-ce que la deuxième scène, elle s'enchaîne vite? Est-ce que tu en fais plein? Comment ça se passe, ouais, après, j'ai refait pas mal de Labo du Rire. Et quand j'ai commencé, c'était en 2019, il y avait beaucoup plus de... Enfin, j'ai l'impression, après peut-être que j'ai un peu perdu ces réseaux-là, mais il y avait, j'ai l'impression, plus d'open mic que de plateau. La différence des plateaux, c'est que le programmateur doit d'abord valider ce que tu fais, doit t'avoir vu jouer sur d'autres plateaux ou en vidéo, contrairement aux open mic où là, encore une fois, tu peux venir et jouer. Voilà. Donc ça, j'en faisais pas mal. Et après, il y a eu le Covid. Après, il y a eu le Covid. Mais après le Covid, j'ai fait en sorte aussi d'aller jouer en dehors de Paris. Donc à Angers, Marseille, pas mal. Voilà, j'ai essayé à Lille aussi, j'ai pas mal joué. Et ouais, ça, je trouve que c'est très formateur d'aller jouer aussi dans d'autres endroits. Déjà, c'est cool pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, mais tu découvres d'autres villes, tu découvres aussi d'autres humoristes. Donc c'est cool, tu crées du lien avec d'autres humoristes. Que souvent, c'est des conditions, vu que en dehors de Paris, même si là, ça tend à changer, mais t'as quand même moins de stand-up. Donc quand il y a du stand-up, c'est un événement et t'as beaucoup de monde. Oui. Donc c'est quand même des conditions qui sont très chouettes par rapport à Paris où t'as vraiment un comédie club qui ouvre toutes les minutes à peu près. C'est une vraie statistique que je viens de vous donner. Oh, wow. C'est totalement faux, je débunk immédiatement.
Moi, j'ai 2 minutes avant. Il C'est faut avoir ça. du second degré. Toutes les minutes. Ah ouais, c'est fou ça. Et ouais, où tu joues là devant 3 personnes, tout ça. Donc, ouais, j'ai essayé de jouer ailleurs dès que je pouvais. Et puis ouais, de faire un maximum d'open mic. Et puis après, en fait, tu croises, à force de jouer, c'est un cercle vertueux où tu croises des humoristes qui tiennent des plateaux, donc ils t'invitent à leur plateau et ce qui te fait rencontrer d'autres humoristes, ainsi de suite. Et le 10 décembre 2019, t'es joué pour la première fois à Montréal, au Bordel Comedy Club. Oh putain. Je viens de faire un choc Oh mental. mon Dieu. Non, ouais, j'avais. Donc là, ça faisait 3 mois que je faisais du stand-up. Mais je pense que c'était. Allez, je suis pas sûre que c'était ma 10e scène. C'était peut-être même avant. En fait, j'étais partie. J'avais fait un voyage je suis partie 2 mois où j'ai fait 1 mois et demi à New York. Je voulais partir à New York, mais j'ai fait un stage de bartending pour avoir le plan appart et rencontrer des gens. Enfin bon, bref, on s'en fout. C'était super, c'était très cool. Et après, je me suis dit, quitte à être sur l'autre continent, autant aussi aller à Montréal. Et je m'étais dit, ce serait kiffant d'aller jouer à l'open mic du Bordel Comedy Club, je veux dire. Et donc, j'y suis allée. Et en plus, à Montréal, j'avais ramené des gens. Alors, parce qu'il y avait 2 meufs que je connaissais de la prépa qui étaient là maintenant. Donc, je leur dis, venez, machin. Et puis un autre gars, et en plus j'étais allée avec un texte très improvisé, enfin pas improvisé non, mais un texte que j'avais jamais essayé, et comme j'avais passé 1 mois et demi avant à New York, ça faisait donc 1 mois et demi que je n'avais pas joué, et ça en stand-up c'est énorme. Ouais, Surtout quand c'est t'as pas beaucoup beaucoup de en scènes, fait, parce que du coup et surtout quand t'as pas beaucoup de scènes. Bon après là tu me diras, ça faisait pas une énorme différence parce que je commençais tellement que voilà. Et en fait au Bordel Comedy Club, ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'as une place à l'open mic, les humoristes ils font jamais de tests. C'est tellement prestigieux en fait comme endroit que c'est plus l'endroit où tu vas te montrer auprès des programmateurs. Donc en fait c'est très préparé. Souvent les gens font leurs meilleures blagues même s'ils ont que 5 minutes. Et moi je démarrais de rien. Et ça reste quand même malgré tout un open mic. Donc oui, ça a le nom voilà. de open mic, mais pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est que les trucs que les gens ont préparé de fou. Ouais, c'est pouvoir ça. Espérer se Exactement. montrer pour être sur les scènes découvertes, puis après sur les Mais plateaux. cela dit, tu vois, la programmatrice, c'est toujours Mélissa. C'est plus elle maintenant. C'est plus elle. Elle. Changé il y a quelques mois là. D'accord. À l'époque c'était encore Mélissa, et elle m'avait filé sans problème. J'avais dit voilà, je viens de Paris et tout, je vais venir, et voilà. Et donc je pense que tout le monde avait cartonné ou presque. Moi j'avais fait un set, c'était avec le recul, c'était l'enfer sur terre. Oh mon Dieu, c'était gênant. Oh mon Dieu, je racontais la fois une vraie anecdote qui m'était racontée où je m'étais seule fois de ma vie où j'ai volé dans un magasin, et c'était un mascara, et c'était un Monoprix à Avignon, et j'avais mis le mascara dans ma culotte et je me suis fait choper. C'était l'enfer, et j'avais 24 ans, ce qui peut être la partie la plus gênante du truc. C'est vraiment, j'étais adulte quoi. Et bref, et j'avais fait ce truc là, et c'était mais sur le moment je l'ai pas vécu non plus. Là c'est juste je cringe avec le recul où je suis là genre, en plus j'avais invité du monde et tout. Et voilà. Mais après, t'es retourné à Montréal. Absolument. En septembre 2022. J'ai pris ma revanche. T'as pris ta revanche, ça s'est mieux passé. Ça s'est super bien passé. Déjà parce que je suis venue avec 2 copains, 2 de mes meilleurs potes, Alfred H et Simon Pinto. Ouais, j'étais allé manger une pizza avec Alfred quand il était venu à Montréal. J'étais à Montréal à ce moment-là. Mais oui. Ah ouais. Et c'était pas avec Charles Brunet aussi ? Non, il n'y avait pas Charles Brunet. C'est possible que Charles Brunet soit venu à un moment donné, mais pas là où on a mangé la pizza. Mais ça me dit quelque chose. On s'est croisés après au bordel, je pense. Ouais. Ah, c'est trop drôle. T'étais là au même moment. D'accord. Mais Alfred écoutait le podcast. D'accord. C'est pour ça qu'il savait que j'étais à Montréal cette période-là. Mais mais ça me dit totalement quelque chose. Ouais. Je crois que c'était le moment en plus où on avait changé d'auberge, et on avait réussi à... Parce que la meuf de l'accueil de l'hôtel avait reconnu, enfin de l'auberge avait reconnu Simon de l'époque où il faisait des vidéos sur Topito. Elle a dit mais je vous reconnais machin. Et donc on avait gratté 3 nuits à l'auberge, et en échange on avait fait un show de stand-up dans le hall de l'hôtel. On avait fait un 3x20, c'était très chouette. Bien. Et donc oui, on a joué à l'open mic du coup du bordel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus ces soirées-là c'est complet. Enfin il y a une ambiance de dingue, c'est génial. Et là je l'avais refait et j'avais cartonné. Trop bien. La revanche. La revanche, exactement. J'espère prendre ma revanche sur Namur. Ça marche. On va t'inviter à Namur, on va changer ça tout de suite. Et donc après 2020, comme tout le monde, t'es confiné, privé de la scène. Comment t'as vécu ça, d'être privé de la scène alors que t'es au tout début de je commence à faire du stand-up? C'était frustrant, mais au départ, comme tout le monde, moi je savais pas que ça allait durer aussi longtemps.
Donc au début, je me suis même limite, oh, ça va, je suis retournée chez ma mère dans le sud, et voilà. Et en fait, c'était le moment où les humoristes se sont mis à faire beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai ressenti un peu une espèce de pression. Je me suis dit, il faudrait que je fasse aussi des trucs. Donc j'essayais d'écrire tous les jours, j'essayais un peu d'écrire et tout, mais tu sais, confinement, t'as pas grand chose à raconter. Et puis en fait, juste écrire sans savoir quand tu vas jouer après, c'est bizarre. Et puis pas inspiré. Et puis en même temps, tout était en pause. Donc en fait, après, j'ai un peu abandonné le truc. Je me suis dit, non, mais en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer aux Sims, lire des livres et regarder plein de films. Et profiter d'être avec ma mère et de manger ce que prépare mon beau-père, parce qu'il cuisine très bien. Et puis, donc non, après, sûrement, finalement, j'ai accepté de pas être productive en fait, mais par contre petite appréhension quand ça a recommencé, contente à la fois de parce que ça faisait donc 6 mois que j'avais commencé, quand un peu plus 8 mois quand il y a eu le confinement de 3 mois, après ça reprend, mais j'étais très heureuse. Et même je trouve que, je sais pas si ça te fait ça, mais des fois quand t'arrêtes de jouer pendant un petit moment, mais même 2 semaines, ou alors que t'as l'habitude de jouer certaines blagues, de certaines blagues je veux dire, et que tu les joues plus pendant un moment, que tu les reprends plus tard, tu les redécouvres. Et donc t'arrives plus tu les incarnes beaucoup plus. Mais tu donc les vis ouais. plus, je crois. Exactement. Donc ça, c'était chouette. Mais t'as une petite appréhension quand tu viens de remonter sur scène de... Oui, ouais, bien sûr. Est-ce que j'ai pas perdu le truc? Alors que ça fait des fois 2 semaines. Ouais. Et en fait, non, au contraire, en fait, donc il y a eu les premières scènes où il a fallu reprendre, mais après, même j'ai l'impression d'avoir progressé. Quelque part. Et je pense, peut-être le truc d'avoir laissé poser le truc, de le reprendre. Et d'avoir pris un peu de recul. Ouais. Mais pendant le confinement, tu fais des vidéos avec tes amis qui s'appellent Les Amours Impossibles ou L'Impitoyable Amanda, qui me fait beaucoup rire personnellement. Elle est vraiment Elle est impitoyable. Ouais, ça, c'était le 2e confinement. On était allés se confiner dans le sud, dans la maison des grands-parents de ma pote, quoi. Et on était toutes les 3. Ouais, je sais pas d'où ça est venu. À un moment, je sais pas, il y avait du jazz en fond. Et je sais pas, j'ai commencé à improviser en disant... Vous êtes impitoyable, Amanda. Faire un espèce de crooner. Et du coup, on avait fait une petite série de vidéos où on avait fait genre une espèce de version un peu crooner des Feux de l'amour, quoi, on va dire. Ça me faisait rire. Il y a aussi une vidéo où tu expliques pourquoi François Civil et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ah, c'était un diapo. Oui. Un espèce de diapo. Oui, c'était un diapo. Oui. Un diapo, un carrousel, comme on dit. Mais oui, j'avais fait un espèce de PowerPoint où je montrais... Ouais, j'ai une petite période où j'étais... Mon mec n'écoutera pas ça, mais ouais, j'étais un peu amoureuse de François Civil. De toute façon, maintenant, il est avec Adèle, avec Zarkopoulos. C'est ça le problème. Très beau couple au demeurant, franchement, bravo à eux. Je pense qu'il peut écouter ça, il va pas se dire... Ouais, François, si tu m'écoutes, franchement, mon franc. Bah, François écoute toujours, il est à Limoges en ce moment. C'est pas vrai, arrête. Il est avec les 4 autres. Avec les 4 autres, dis donc. Fredo et compagnie. Ouais. J'avais même appelé ma mère pour qu'elle témoigne. Est-ce que tu penses qu'il ferait un bon gendre? Elle me dit oui, absolument. Donc oui, il y avait quand même des parties il y avait quand même des parties vidéo dedans. Je sais pas, il y avait un carrousel avec des vidéos. Des photos, diapos, des photos parfaitement trafiquées. Oui. D'une main de maître et ouais, des petites vidéos. Et entre les 2 confinements, comme tu travailles dans un restaurant, tu es au chômage technique, tu participes au campus du Feu Bardès Comedy Club de Cholet-Soignon, c'est-à-dire 5 mois de formation avec des cours d'écriture, d'anthropologie, de théâtre, de journalisme, et chaque semaine la possibilité de présenter 4 minutes de nouvelles blagues en condition de plateau devant les autres élèves. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer au campus? Alors déjà, où est-ce que tu as trouvé tout ça? Dans les podcasts que tu as fait. Ouais, voilà, parfaitement. C'est ça? Voilà, je sais tout simplement. Le podcast de Georges. Oui. Voilà, ça c'était super. C'était franchement, c'était trop bien. C'était trop bien de faire ça dans cet endroit aussi qui était vraiment chouette. Et c'était très nourrissant. Ça m'a permis déjà de connaître des humoristes géniaux, Thomasy notamment, avec qui je suis restée très pote. Et ouais, c'était chouette de vraiment pouvoir se consacrer que à ça, parce que du coup, oui, il y avait, j'étais chômage technique, et donc à la fois c'était frustrant de ne pas pouvoir jouer vraiment dans les plateaux, mais et je crois que oui, on n'avait pas le droit. Je sais plus s'il y avait couvre-feu ou si carrément non, c'était encore confinement, mais si tu travaillais, enfin je sais pas, bon, c'était un peu bizarre. Mais du coup, je faisais que ça, donc en même temps de mettre mon énergie que là-dedans, c'était à la fois très galvanisant, quoi. Enfin, c'était hyper cool. Et puis de croiser ça avec l'anthropologie, de s'intéresser à du coup au racisme, d'où ça vient, les mécaniques du patriarcat, tout ça. Enfin, c'est pour écrire des blagues, c'est très intéressant. La sociologie aussi, avec Grégory Plouvier qui bosse au Parisien. Du coup, on avait les cours de journalisme où on travaillait un peu sur
comment on trouve un angle à une blague, à tout ça. On avait un peu travaillé sur la chronique aussi. On avait des rencontres avec des humoristes qui font ça depuis plusieurs années. Donc, c'était des chouettes moments d'échange. On avait tourné un sketch show aussi. Ça, c'était marrant à faire. Et oui, en fait, je crois toutes les semaines, parce que ça durait 3 ou 4 mois quand même. Ah oui, ça a duré un petit peu longtemps. Et ben, on arrivait toutes les semaines avec un nouveau 3 ou 4 minutes. C'était très cool. Et puis en même temps, 3-4 mois, c'était très bien comme durée. Je sais pas si j'aurais eu la foi de m'engager vraiment sur 1 an. Mais c'était très chouette comme expérience. Je suis très contente. Et puis aussi, je pense que les formations de stand-up, parce que maintenant c'est très à la mode, on en voit un peu partout. Et je pense qu'il faut toujours prendre ce qu'il faut prendre. Mais j'ai l'impression que c'est mieux de faire des formations de stand-up quand tu as un peu d'expérience avant. Il y a des trucs qui peuvent te permettre de te lancer. Je pense qu'il y a des gens que ça aide beaucoup d'avoir des petites bases pour se lancer, mais je pense que c'est bien de le faire au tout début et après un petit moment pour déjà avoir une petite idée de ce que tu veux faire. Exactement. Mais en tout cas, le campus, ça avait l'air trop bien. Moi, il y a une période où je l'envisageais, mais ça avait l'air trop bien. Après, j'aime beaucoup ce que fait Shirley. J'aime beaucoup la personne et tout. Donc, tu vois, le fait que ce soit elle derrière tout ça, je me disais, ça va être trop bien. Ouais. Tu vois, ça... c'était vraiment... c'était super bien foutu, franchement. Et qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté ? Est-ce que tu vois un avant et un après ça ? Enfin, je sais que ça m'a apporté dans des outils que j'utilise encore aujourd'hui. Oui, je saurais pas te dire exactement quoi. Je crois que ça c'est un peu infusé aussi généralement dans la manière dont je travaille, mais une méthode peut-être pour travailler Non, parce que moi ma méthode de travail elle change tout le temps, donc tu vois. Mais juste ce truc un peu de faire attention d'où tu pars quand tu fais une blague, de te remettre en perspective, ces trucs-là, tu vois. Genre, moi, c'est vraiment les trucs d'anthropologie où ça m'a passionné quoi, là-dessus. Et puis aussi, ça m'a permis de voir que oui, je pouvais écrire, j'étais capable d'écrire 4 minutes toutes les semaines, même si c'était à chier, mais je pouvais le faire quand même. Ok, ouais. Ouais, parce que 4 minutes toutes les semaines, quand tu fais pas du stand-up, tu te rends pas compte, mais 4 minutes de stand-up par semaine, moi je trouve ça énorme. Mais en même temps, quand tu es obligé de le faire, il y a un truc qui pousse. Puis après, si tu le fais dans une ambiance avec tous les autres, ça te pousse à oser le faire, quoi. Oui, et puis de rencontrer d'autres humoristes et puis de partager aussi beaucoup nos doutes. On a partagé beaucoup de choses et du coup, tu te sens moins seul aussi. C'est assez chouette. En avril de 2021, tu as aussi fait des chroniques dans le journal B, émission proposée par Shirley Soignon et présentée par Tania Dutel. Ouais. Sur la chaîne YouTube. Alors, ce n'est plus disponible. J'ai cherché les chroniques, on ne les trouvera pas. Non, c'était une tentative de faire une émission, mais c'était on n'avait pas beaucoup de moyens. C'était une idée de Shirley où c'était très ambitieux, mais c'était cool à faire. Mais moi, j'étais script et auteur dessus, et en fait, ça demandait un travail de dingue. On devait écrire sur l'actu, mais très rapidement. Et en fait, on était tous assez peu expérimentés aussi en humour. On était des jeunes humoristes et tout, donc ça demandait quand même énormément de travail et d'énergie, mais c'était intéressant quand même à faire, même savoir je trouve c'est très dur, moi je trouve, à faire les blagues sur l'actu, mais à titre personnel je trouve que t'as des humoristes qui sont vraiment brillants pour ça, et ils arrivent à trouver bim la bonne blague avec le bon angle au bon moment, donc oui, c'était quand même un bon exercice. Mais est-ce que l'exercice de la chronique, c'est quelque chose que tu auras envie de faire plus ? Je sais que tu l'as fait une fois à Radio Nova. Ah ouais, la chronique, oui, c'est vrai. Là, tu parles de la chronique. Ouais, la chronique, c'était marrant. J'avais beaucoup aimé le faire. Et ouais, moi, la chronique, c'est quelque chose que j'adorais, parce que c'est quand même pas comme l'écriture sur scène, où en général... pas toujours, mais tu peux avoir une feuille, et que j'ai l'impression que ce que tu délivres, il s'agit presque plus d'une humeur comique, où il faut des blagues, bien sûr, mais t'as pas l'exigence qu'elles soient aussi efficaces que quand tu fais des blagues sur scène, quoi, où j'ai l'impression que ce qui est important, c'est ce que tu veux dire, l'angle, encore une fois, que tu prends, et ce que tu veux défendre avec une humeur comique. Et ouais, c'est assez chouette, j'aime bien. Puis c'est format court, voilà. Mais tu l'as refait une fois sur Radio Nova, tu en as fait aussi une sur France Inter. Non, Nova, j'ai pas fait. Il y a une émission avec Tani où tu fais non, c'était pas Nova, c'était Move. C'était sur Move, qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. C'est chaîne qui a disparu. Oui, je confonds parce que ça, dans le design, ça ressemble un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mon erreur dans le... Un moment, je me suis dit, putain, j'étais à Nova, moi. Appelez-moi. Ouais, donc ça, l'émission avec Tani, Areski et Nathalie Boitel. Et ouais, j'avais refait. Pareil, j'avais bien kiffé. Ouais. J'aime bien. Bravo.
Et sur France Inter, il y en a aussi une chronique très cool que tu as faite aussi. Alors, c'est pas une chronique là, c'était vraiment un passage stand-up. C'est un passage On stand-up. était c'était à l'auditorium de la maison de la radio, qui a été, je crois, la plus grosse scène, parce qu'en fait, il y a 800 personnes qui sont bouillantes, c'est que des auditeurs de l'émission. Mhm. C'était dans l'émission de Charline Van Nucker, avec Guillaume Meurice à l'époque. C'était il y a 2 ans, mon mec m'a envoyé une photo, parce qu'il était là, et c'était il y a 2 ans hier. Et ouais, où il me mettait dans l'émission, il y avait un moment, 3 minutes pour une jeune pousse de l'humour. Et là, je m'étais stressée, j'avais les genoux, les jambes qui flageolaient. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et oui, le verbe. Flageoler. Et oui, parce que se flageller, c'est se faire du mal. Mais donc, ouais, j'avais trop peur, mais c'était trop bien. J'avais vraiment kiffé. Mais sur la vidéo, tu vois qu'au début, je suis un peu stressée. Ouais, mais je crois que c'est parce que tu te connais toi, sinon moi je me suis pas dit que t'avais l'air fort stressé. Mais du coup, si des gens de radio t'entendent, ils peuvent te demander de venir faire des chroniques. Ouais, j'adorais, je kifferais. Parce que Nagui est un auditeur du pas du tout. Pas du Non, tout. putain, tu vois, j'ai eu envie d'y croire. Bah, c'est pas vrai. Moi aussi, en le disant, je me suis dit... Le Nags. Ah, Nagui, mon petit poteau. On l'embrasse. On l'embrasse. Beaucoup de monde à embrasser. C'est ça. En septembre 2021, tu as fait un 3x20 avec Alfred H et Simon Pinto. Puis en octobre 2021, le campus qui publie ta première vidéo de stand-up qui s'appelle Belle salope. C'est sur la page du Barbès. C'est le titre de la vidéo. Je pense que tu peux écrire que le S et après c'est des... C'est des petites étoiles, absolument. Oui, mais il y a un lien. C'est Shirley qui avait choisi le nom et j'avais dit ouais, ok, mais c'est tellement putaclic, tu vois. Belle salope. Mais le sketch est très drôle. Oh, ouais, là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois que je l'ai rematé il y a 1 ou 2 ans et avec une appréhension de ça doit être gênant. Et finalement, j'étais genre non, ça va, c'est pas mal, parce que ça faisait, je pense, 2 ans que je faisais du stand-up, pendant 1,5, 2 ans. Et ouais, où je raconte, c'est une anecdote qui m'était arrivée avec un gars qui m'a impro, on est en train de coucher ensemble et c'était pas mon copain en plus, c'était un coup d'un soir et tout. Et là, impro, et il m'insulte, tu vois. Et genre, j'ai pas su quoi répondre, je me suis senti trop con, j'étais genre. En même temps, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, voilà, c'est ça, c'est clair. Mais on voit qu'il y a quand même déjà quelques petits trucs qui sont dans le spectacle, qui restent des mini-trucs, tu vois. Il y a des mini-trucs, ouais. Et c'est moi, peut-être les seuls trucs qui restent encore. Faudrait que je le remate parce que je suis plus exactement sûre. Je crois qu'il y a le truc des notations. Non. Mm-hmm, oui. Il y a ça, ouais. Que tu mets une notation sur tes rendez-vous Tinder. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Ça, c'est une de mes plus vieilles blagues qui a évolué, quoi. Mais c'est très chouette, moi, de voir, tu vois comment ça a évolué, comment ça arrivé dans le spectacle. Il y a des petites notes, mais qui sont restées du début. Moi, j'adore. J'ai repris un truc, d'ailleurs, la fois où t'es venu, j'ai repris une blague de ce sketch, justement, mais où je... Bon, là, dit comme ça, sans contexte, ça va être super sauvage. J'ai dit, mais sur le fait de se faire enculer. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, moi, je le garderai. Donc, voilà, le ça fait mal de Christophe Maé. Les gens ne savent pas exactement, ils ont envie de voir le spectacle. C'est ça. Alors, alors la vidéo, ils vont se dire quoi, se faire enculer Christophe Maé. Si on vous a pas entendu du spectacle avec ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein, vraiment. Clair. Allez, on embrasse Christophe aussi. Et on l'embrasse aussi. Belle demoiselle. Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Oh, wow, bon, vous savez, c'est un métier. En mai 2022, il y a ta première captation télé sur Comédie Plus, qui est aussi filmée au Barbès Comedy Club. Comment tu vis ces premières expositions, les premières vidéos qui sont diffusées? Est-ce que tu vas voir tous les commentaires, tu vas voir tous les avis? Ça te stresse, ça te fait plaisir? Déjà, c'est très dur de sortir de chez moi parce qu'il y a une horde de paparazzi suite à ça. On a eu du mal à les éviter en arrivant ici. Hein. C'est ça. Non, mais en fait, déjà, c'était sur Comédie Plus, donc une chaîne que personne ne regarde. Et c'était même pas sur YouTube. Je sais qu'il y a quelques passages, il me semble, qui sont sur YouTube, mais le mien, il n'y est pas. Donc, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Et d'autant qu'en fait, alors la réalisation est super cool. Je trouve que c'est trop bien fait. Et en plus, on avait été dans des bonnes conditions. On avait fait 2 shows. À la suite peut-être ou un jour après, mais justement pour faire du montage et garder celle qui est mieux, tout ça. Donc ça, c'était hyper cool et l'équipe était géniale. Enfin, l'expérience en elle-même était trop chouette. Après, moi, j'étais pas hyper contente de mon passage.
J'étais stressée, parce que première captation, c'est stressant, hein, c'est normal. Mais c'était quoi la question, pardon ? Est-ce que tu allais voir tous les commentaires Du coup, il y en avait pas. Okay. Donc, et en fait, ce qui était pas plus mal, parce qu'après, j'étais. Mais je pense que j'ai été un peu dure avec moi, parce que je pense que si je regarde aujourd'hui, je me dirais, finalement, c'est pas si mal. Mais même sur ta captation du Barbès, en général, est-ce que tu vas voir tous les commentaires, les avis, ce qu'on en pense Je crois qu'il y a 1 an ou 2, je suis allée revoir des commentaires. Qui sont plutôt cool. Hein. Ouais. Tu vois, doit y en avoir 1 ou 2 qui disent mais pourquoi tu racontes ta vie Oui, j'ai lu le commentaire hier de là. Je crois que le commentaire, c'est pas parce que tu racontes ta vie que c'est drôle. Ouais, voilà, un truc comme ça. C'était de fou. Surtout que tu lis que des bons commentaires et après il y a le dernier qui fait oh non. Ouais, c'est ça. Et après, bon, j'imagine peut-être aussi qu'il y a dû avoir de la modération. Peut-être qu'il y avait. C'est toujours moi le truc que je me dis, mais moi, ouais, j'ai un rapport aux commentaires après. Quand je poste du stand-up, je suis toujours très stressée. Non, mais les gens sur Internet avec les femmes en humour sont super sympas tout le temps, pourtant. Ah, ça, ouais. Mais c'est l'ironie, hein, comme vous. C'est pas en vidéo. Non, mais alors, par contre, j'avais posté un autre passage avec le garage où c'était vraiment un vrai passage où j'étais quand même assez fière, mais où je m'étais pris des commentaires... c'est dans les shorts surtout, où en plus c'est des gens au hasard, quoi, tu vois, vraiment, et des trucs surtout que j'avais le malheur de parler de cul, alors attention. Oui, voilà. c'est les sketchs de la capote. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et où en fait, si t'avais des mecs qui disaient les femmes les femmes et l'humour, les femmes. Mais ouais, ça, je pense que ça me gêne moins quand même. Les trucs vraiment purement sexy, j'arrive à m'en défaire, où tu dis, bon, il est juste con, quoi. Oui, c'est ça, tu peux facilement le mettre de côté que quand même si sur le moment ça fait pas plaisir, vraiment. Non, je me doute. Mais un commentaire après, vraiment, tu vois, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'humour, limite c'est plus vexant. Ouais, de fou. Tu vois J'adore l'humour, mais ça c'est nul. Ça, par contre. Je connais personnellement les plus grandes stars de l'humour et je peux te dire que ça c'est très nul. Ils sont tous d'accord avec moi. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Blanche Gardin hier. Qui t'a dit que c'était très nul. D'ailleurs, elle m'a dit écris le très nul parce que t'as dit juste nul. Moi, j'insiste sur le trait. Très nul. Je suis une femme de lettres. C'est ça. Mets un trait en plus. Et après, de janvier à juin 2023, tu organises des 30-30 avec 12 artistes. Donc, il y a eu Lou Trottignon, Mao Drama, Hugo Pêcheur, Yacine Bellous, il y en a eu plein. Je ne vais pas tous les citer, sinon je vais en oublier. Et tu faisais ça directement dans ton salon. Absolument. On a fait 6 sessions. Oui, parce que du coup, c'était 6 artistes, plus à chaque fois une première partie, donc ça fait 12 absolument. Et c'est ça, on avait fait ça dans notre appart, j'étais en coloc à l'époque, et du coup, c'est avec Caro que j'ai fait ça, avec qui j'ai bossé. Et ouais, et elle, en gros, elle faisait un peu toute la partie organisation. Il y avait mon autre coloc aussi qui était là le jour même pour un peu faire placer les gens, les trucs comme ça, donc c'était super chouette. On avait la chance d'avoir un grand salon, ce qui à Paris est quand même une chance. Et c'était génial parce qu'au départ, moi, je voulais faire des 30-30 justement pour bosser mon spectacle. Je m'étais donné une échéance où je m'étais dit là, je dois avoir 50 minutes. Et en fait, je m'étais dit, vas-y, je vais en faire un par mois. Et j'avais pas trouvé de lieu, je savais pas où le faire. Et c'est du coup Caro, ma collègue, qui m'a dit, mais on a un grand salon, pourquoi tu le ferais pas chez toi ? Parce que un peu pendant le Covid, pendant l'entre-deux, justement, j'avais déjà fait ça plusieurs fois, notamment avec Alfred et Simon, de faire des shows à la maison. Okay. Et Caro était venue et du coup, en fait, c'est grâce à ça où on s'est dit, tiens, on pourrait faire pareil. Et c'était génial. On a eu Lou Trottignon, Yacine Bellous, Mao, Hugo Pêcheur, Nathan Chabreau. Enfin, c'était très chouette. À fond, mais j'aime trop l'idée. Donc là, tu as vraiment créé ton spectacle grâce à ces 30-30-là ? Ouais. Trop bien. Ouais. À partir de mai 2023, tu as commencé à publier plusieurs extraits de stand-up filmés au garage, dont on en a parlé tout à l'heure. Tu annonces le lancement de ton spectacle à Paris chez Charlie et sa bière à 2 balles, mais aussi en tournée à ce moment-là. Comment s'est passé la première fois où tu as joué 1 heure de spectacle, première fois que tu joues ton spectacle ? Alors, il y a eu la fois 0, comme je l'appelle, où en fait, les parents de Caro, que je connais très bien, à un moment, ils se sont dit, mais comment ça, vous faites des shows dans votre appart venez à la maison, faites un show aussi, en fait. Pourquoi nous, on n'y a pas droit ? C'est parents qui habitent dans le sud. On est du même bled avec Caro. Et du coup, moi, ça me faisait trop peur de jouer pour la première fois. Donc, j'étais dit, vas-y, je serais chaud en vrai si on fait ça. Parce que du coup, ce sera des gens qu'on connaît ou des potes de potes. Donc, je me dis, vas-y, pour une première fois, ça va mettre dans le bain, quoi. Donc, on a fait ça sur sa terrasse. On a aménagé la terrasse de chez ses parents avec des petites lumières, du son. C'était au chapeau. Enfin, on avait dit, voilà, participation
ça vraiment à votre bon cœur. Trop Chacun va amener des quiches et des pizzas, quoi. Enfin, bonne ambiance. à fond. Et du coup, ouais, c'était très chouette et ça m'a mis du coup en confiance. J'étais dans des bonnes conditions et à la fois, en vrai, c'est chaud aussi de te jouer devant des gens que tu connais. Et après, la deuxième fois, là, ça a été à Angers et ça reste encore aujourd'hui, de toutes les dates que j'ai faites, ça a été une des plus compliquées. Ah ouais? Ouais. Ok. À quel niveau? Où c'était un public qui était déjà, c'était moyenne d'âge, on va dire 45 ans, je dirais. 45 ans. Donc quand même plus âgé que moi, quoi. Donc pas forcément mon cœur de cible. Le fait qu'aussi, bon, bah, c'était une des premières dates, donc le spectacle aussi, on a été au balbutiement. Enfin, il y a des trucs qui n'étaient pas parfaitement rodés. Voilà, la connexion, c'était pas trop faite avec le public, mais j'avais quand même, bon, j'avais tenu, quoi, le truc. Et après ça, ouais, j'ai fait au Charlie, je faisais une fois par mois. Bar qui n'existe plus d'ailleurs, mais là où il y avait à l'époque le dernier comedy club avant la fin du monde. Et c'était un super endroit où il y avait beaucoup de stand-up, et donc je l'avais fait là-bas. Et pour les premières dates, ouais, ça m'allait d'être dans un bar, de faire ça au chapeau. Je trouve que ça laisse un peu où t'es tranquille, tu sais que tu dois pas de l'argent au théâtre. Et Tu mets moins de pression. Ouais, sur les le gens peuvent se remplissage. prendre une bière et tout, c'est cool. Et quel pourcentage de tes premiers spectacles est encore dans le spectacle maintenant, tu dirais? On est sur du 50% ou sur du 5%? C'est marrant, ouais. J'en parlais avec une copine qui m'a posé la même question et je crois qu'on est autour de 15-20%. Ok. Un cinquième du spectacle. Ouais, allez, 20%, allez, disons. Qu'est-ce que tu dirais qui a le plus évolué dans le spectacle? Même dans ta façon de le faire, dans ton aisance, à quel point quel aspect, en fait, au niveau stand-up, t'as le plus évolué depuis que tu en fais? J'ai l'impression que je parle un peu plus de moi quand même, mais bah déjà ma situation amoureuse a changé parce que quand je l'ai commencé, j'étais célibataire depuis très longtemps, donc je parlais beaucoup de ça. Alors ça tournait pas que autour de ça, mais quand même il y avait pas mal ça. Et donc là, le fait d'avoir rencontré mon amour avec qui je suis aujourd'hui, qui est ma première vraie relation amoureuse et qui est très épanouissante, je pense que ça a quand même changé pas mal de choses dans mon spectacle, ouais. Après, c'est pas non plus des énormes trucs, je pense. Hein. J'essaie de me rappeler en fait quelle était la première version du spectacle. Ouais, c'est peut-être le seul aspect où voilà, les blagues sur le célibat ont vraiment dégagé. Maintenant, enfin non, il en reste quelques-unes, mais c'est juste que je parle plus de mon rapport à l'amour et de mon besoin d'être aimé, que j'ai plus creusé comme ça. En fait, en vérité, je pense que c'est juste que je suis allée plus en profondeur. Voilà, tout simplement, par rapport à la première version du spectacle, quoi. Mais de manière générale, en stand-up, tu dirais que c'est quoi qui te posait problème au début et que maintenant, avec lequel tu t'es vachement amélioré? Il y en a que c'est les interactions, il y en a que c'est l'écriture, le fait d'être sur scène, le fait d'oser, enfin... Moi, c'est dans l'écriture. Le problème que j'avais au début, c'est que je parlais... quand j'ai commencé le stand-up, j'ai découvert un peu tous les humoristes américains. En même temps, j'ai commencé à regarder plein de stand-up. J'avais adoré le spectacle de Blanche Gardin. Et puis, c'était un moment aussi où alors, bon, ça va paraître antinomique avec Blanche Gardin, mais où je commençais à aussi plus me politiser. Je lisais beaucoup d'essais féministes, tout ça. Et donc, à éveiller, on va dire, ma conscience sociale plus que politique, on va dire, et féministe. Et donc, tout ce que j'écrivais, pour moi, il y avait un fond vraiment... Enfin, c'était même pas un fond, c'était même... Je crois que j'accordais plus d'importance au message et qu'il fallait dire quelque chose au détriment en fait des blagues où t'es là genre en fait sois drôle avant de vouloir délivrer un message et d'être didactique en fait, voire moralisateur. C'est juste essayer d'être drôle. Et en fait je remarquais, et c'est un reproche d'ailleurs qu'on fait beaucoup aux femmes et que je peux entendre mais qui est explicable, où on dit souvent il y a ce truc là, on dit les meufs parlent que de cul. Alors bon, déjà, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a plein de meufs qui n'en parlent pas. Je pense, cela dit, que... Et qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'en parlent pas plus que les gars. Après, il y a des femmes certaines femmes qui parlent beaucoup de ça. Je prends par exemple l'exemple de Nikki Glaser, que j'aime beaucoup, qui est une humoriste américaine. Elle parle beaucoup de cul. Mais je pense que c'est bien aussi de se poser la question. Et de moi aussi, mes premières blagues, c'était quand même des blagues de cul. Mais c'est intéressant de se poser la question. Et moi, je pense qu'il y a un truc de... En fait, pendant tellement longtemps, on a eu que le point de vue des mecs.
Et donc nous, en fait, on a aussi envie de raconter notre point de vue sur ce sujet-là. Que le stand-up, il y a quand même un peu une envie de... ouais, on a envie de parler de l'intime parce que l'intime est politique, évidemment, et que il y a une volonté aussi de choquer et de faire ce qu'on n'est pas censé faire. Et une femme n'est pas censée parler de cul, on va le faire, en fait. Et c'est pas juste gratuit en vérité, mais c'est juste un moment de dire non, mais en fait moi mon vécu c'est ça et c'est comme ça et j'ai le droit en fait aussi d'être aussi cru que des hommes en fait. Il y a ce truc qui est très et c'est assez jouissif, sans mauvais jeu de mots, mais et puis c'est vrai que le micro c'est très phallique finalement, donc c'est la psychanalyse à deux balles. Mais donc voilà, c'est vrai que moi je parlais au début beaucoup de sexe, d'intimité même en général, de mon rapport aux hommes. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu observer chez beaucoup de femmes qui débutaient. Parce qu'après, en fait, quand tu regardes, effectivement, t'as plein de meufs qui parlent pas de ça, qui en parlent ou qui n'en parlent pas, mais c'est très varié. Mais en tout cas, voilà, je parlais beaucoup d'intimité, de féminisme, et à un moment, je me suis un peu enfermée là-dedans, et j'avais l'impression que je ne savais pas écrire autre chose que ça, et à un moment, j'ai voulu me dire, mais non, en fait, tu peux écrire d'autres choses, tu n'es pas que ça, tu n'es pas... En fait, c'est ça, c'est que je me considérais, avant d'être une humoriste, je me considérais d'abord comme une femme. Donc, j'écrivais sur ce qui me démarquait par rapport à la majorité des humoristes qui sont des hommes. Ce qui me démarque, c'est que je suis une femme. Donc, je vais parler de mon vécu de femme, machin. Et ce qui est, par ailleurs, en fait, très cool, et on a besoin de cette parole-là. Mais il y a un moment où je me suis dit, non, où je me suis un peu mis au défi de ne pas écrire sur des sujets qui touchent à l'intime. Quitte à y retourner plus tard, mais c'était juste vraiment un exercice pour me prouver en fait que j'étais capable de le faire. Et donc c'est bon, je peux le faire. Maintenant, il m'arrive d'y retourner, des fois pas, mais voilà. Donc j'essaye de... je voulais pas m'enfermer dans un seul truc et me dire que j'ai été capable d'écrire autre chose. Oui. C'était très long, pardon. Ah non, c'est très bien. Moi, je trouvais ça intéressant. C'est pour ça que je voulais pas t'interrompre. Mais en effet, dans le spectacle, il y a ça. Il y a de la sexualité, tu parles d'intime, tu parles de choses plus féminines, le quotidien d'une femme, mais pas que, quoi. Ouais. Je veux dire, moi, c'est des trucs qui m'intéressent parce que du coup, moi j'ai remarqué ça que j'aime beaucoup dans les stand-up quand on me parle de choses que je connais pas, que quand on me parle de choses que je connais, je fais ça, je connais. Donc moi, j'adore quand les femmes me parlent de sexualité parce que je suis là, trop bien. C'est un point de vue que j'ai pas. Donc trop bien. Tu vois, c'est le cliché de les femmes parlent de règles. Moi, parle-moi-en, je n'ai aucune idée c'est clair. de ce que c'est d'en avoir. Donc, c'est ouf, c'est ce truc, les femmes parlent que de leurs règles. Moi, je vous jure, franchement, en tout cas, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu un sketch sur les règles, mais j'aimerais bien, en fait. Enfin, tu vois, en vrai, très, très bon... très bon sujet au demeurant, mais c'est marrant ce que tu dis. Pour moi, et je suis complètement d'accord. Enfin, j'apprécie autant entendre quelqu'un qui parle de choses que je connais, de dire ah putain, parce qu'il y a aussi la satisfaction de se dire ah putain, d'accord, on n'est pas seul, c'est cool, et en même temps d'écouter d'autres points de vue et de dire ah ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment nécessaire. Le sujet de l'inclusivité, pardon, dans les comédie clubs. Et même partout d'ailleurs, mais là je parle des comédie clubs, c'est pas juste pour faire joli et dire regardez, on est woke. Non, mais c'est juste qu'on a besoin de récits différents en fait. On a besoin, putain, mais il y a des plateaux où t'as, sans nommer lesquels, mais je te dirai peut-être après, mais où des fois les programmations c'est les mêmes mecs, et en fait, comme en général. Les humoristes, ils sont dans la loge quand ils jouent pas, ils écoutent pas le passage des autres. Et des fois, en fait, t'as les trois mêmes sujets avec les mêmes angles. Et t'es là, genre, en fait, c'est bon, on a compris. Et en fait, les gens, quand tu parles un peu avec eux, après les spectacles, s'il y a pas assez de meufs ou quoi, ils vont te le dire. Et je parle des meufs, mais c'est pareil, des gens de toutes origines, queer. Voilà, c'est tout ça. On a besoin, en fait, de récits ou de points de vue différents. C'est important, quoi, la diversité, sinon on se lasse, quoi, c'est chiant. À fond, c'est un peu con, j'ai rien à ajouter à part dire je suis d'accord. Et en même temps, je veux dire, c'est un truc, tu le sais, quand tu vois pas de meufs drôles sur Instagram, nombre de plateaux. Moi, j'ai déjà été sur un plateau où je suis tagué sur le plateau parce que je fais partie du plateau, et alors je l'ai fait, on est que des gars. Mais moi, j'adore voir comment les gens réagissent par rapport à ça, tu vois. Ouais. Et tu vois tout de suite si c'est juste, ils ont pas réussi à en avoir, ou en tout cas s'il y avait une tentative, ou il y en a que c'est vraiment j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est clair, c'est ça. Et alors des fois dans les commentaires tu vois même que eux pensent
que les femmes ne sont pas drôles, tu vois. Et là, quand, Bien tu, sûr. quand tu l'entends, tu fais oh waouh. Ouais. D'accord. Mais c'est pas la majorité Non, quand non, même. non. J'ai quand même l'impression que du coup, quand t'as des gens qui comprennent bien l'intention de ce compte-là, qui est pas juste de dire d'afficher pour afficher, et dire mais c'est juste un peu pour responsabiliser plus, quoi. Ouais, c'est montré, quoi. Ouais. Et il y a des choses qui sont faites. Il y a un super compte, je crois c'est Douce comme la grêle, un nom un peu comme ça, un peu poétique, où chaque post sur leur Instagram, chaque post c'est un nom de ville. Et des humoristes peuvent taguer des noms de meufs humoristes de la ville en question, ce qui permet après, si bah là tu vois, je cherchais une première partie, bon il se trouve qu'il n'y avait pas Brest, donc j'ai dû demander à quelqu'un d'autre, une meuf humoriste, si Douce comme la grêle m'écoute, il manque Brest. Mais du coup, si à un moment tu cherches à booker une meuf, et les meufs les plus drôles de ta région, et bah tu peux le faire grâce à ce compte, donc c'est sympa quand même les mentalités changent quand même, c'est cool. Trop bien. Mais donc c'est ça qui a évolué le plus, c'est que tu t'es permis d'aller dans plein de Oui, sujets. c'était ça. Pour revenir. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ouais, c'est ça. En 2024, il y a ton spectacle qui passe à la Petite Loge. Ouais. En avril, tu commences à publier beaucoup plus de vidéos, mais directement en face cam. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire ou que tu te dis il faut le faire? On en a parlé un petit peu en off juste avant. Là, à l'époque, là, c'était juste parce que bon, il faut le faire. En vrai, et je pense que ça se voit sur des vidéos. Bah non, ça se voit plus parce que j'en ai supprimé certaines. Je m'étais dit bon, allez, il faut le faire, faut faire du contenu, il faut remplir. En fait, quand il y a l'enjeu de remplissage de ta salle, c'est tous les moyens sont bons. Et ouais, là, c'était un moment où les face cam, enfin, tout le monde faisait des face cam, donc je me suis dit vas-y, je vais en faire. Et en vrai, il y en a qui sont quand même, moi, qui me font rire. Et puis, il y a un truc avec le face cam où t'as pas besoin d'être... c'est un peu comme la chronique. Bon, sauf que là, c'est encore moins travaillé. Il faut faire croire que c'est complètement spontané, que tu viens de sortir ton téléphone. Donc, t'as pas besoin d'être méga marrant. C'est plus, encore une fois, l'humeur comique qui importe. Et faire croire que c'est parfaitement spontané. Donc voilà. Après, ça m'est arrivé là d'en refaire dernièrement. Mais du coup, sur des sujets, je m'étais dit, ça se prêterait bien. Mais voilà, maintenant, là, aujourd'hui, la différence, c'est que je me ferme pas à des sujets, quoi. Donc, ouais, pendant un moment, j'en ai fait, puis j'ai arrêté. T'as dû voir, quoi. Mais oui, c'était parce qu'il y avait l'enjeu du remplissage. T'as quand même plusieurs personnages qui reviennent. T'as comme Fredo, votre célibataire préféré. Ouais, putain. Et moi, mon préf, c'est le gars féministe. Bien sûr. Ça me fait tellement rire. Avec le filtre et tout, enfin ça. Ouais, J'aime. le filtre, le vrai fil que j'utilisais est plus dispo. Ça me fend le cœur, donc j'ai dû en utiliser un nouveau. J'ai failli pas publier la vidéo et finalement, ça va, les gens ont quand même apprécié. Il faut croire qu'en fait, le problème, c'est pas le filtre, c'est moi, en fait. Oui, non, c'est un personnage que j'ai créé. C'est un cliché, en fait, qui existe déjà, mais où je fais un mec déconstruit, mais juste, voilà, qui est un peu lourd et qui fait du mansplaining en t'expliquant ce que c'est que le mansplaining. Et ouais, ça, c'est un peu le truc dont ceux qui me suivent ou quoi, dans ma petite communauté, mais ils me parlent surtout de ça, quoi. Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Fredo aussi, moi, je l'aime. Il est un peu plus niche, Fredo, mais moi, je l'adore. C'est un espèce de célibataire divorcé qui cherche l'amour. Voilà, il cherche une super nénette pour partir sur la folle route de cette aventure qu'on appelle la vie. Voilà. Et il n'a pas de sourcils aussi. C'est ça. Continue d'en faire. Eh bien, merci. Après, en juillet 2024, tu participes à ton premier Avignon. Et alors, j'ai trouvé un partage que je trouve trop mignon, mais t'expliques que ton père t'amenait tous les ans au Festival d'Avignon et que comme il savait que tu voulais faire de la scène, il te poussait à aller voir les artistes. Oui. Pour leur parler. C'est trop mignon. Ouais, c'est trop. Je me rappelle d'être allé voir. J'ai dit où ça dans un article? Ouais, un petit post Facebook. Ah ouais, c'est vrai. Après Oui, ton premier j'avais fait Avignon. un post. Ouais, c'est vrai que j'avais fait un post un peu chou. Oui, ouais, c'est ça. Et je me rappelle notamment d'une fois, on était allé voir Anthony Joubert. Un humoriste, je crois qu'il fait surtout maintenant des pièces de théâtre, mais à l'époque, il avait fait La France a un incroyable talent, un truc comme ça. Avec qui il faisait une chanson et à chaque fois. La première fois que je t'ai vu, j'ai envie de te prendre le cœur. Ah non, la main. Non, Ouais, la c'est main. la main, Bah oui, et c'est la après, main. c'est Et après, le c'est cœur. le cœur. Oui, parce que j'ai Et envie de te après, prendre le cœur, ils c'est finissent, bizarre. je t'emmènerai sur la lune. Où Ouais, tu. c'est ça. Ouais.
Ouais, parce qu'à ma main, il faut bien que je me la fasse quand même. C'est ça. Exactement, c'est ça. Et fan d'humour, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On était allé le voir après-midi, mais vas-y, va lui parler et tout. Donc il était. Mais là, j'avais 14 ou 15 ans et mon père, du coup, allait voir Anthony Joubert. Il dit ma fille veut être comédienne, quel conseil faut lui donner et tout. Moi, j'étais genre, mais papa. Et j'ai une photo avec Anthony Joubert, qui devrait être quelque part. Mais en vrai, souvent, il me disait, allez, va les voir. Et des fois, il y allait directement. Il disait, c'est quoi le conseil que vous donneriez, machin. C'est trop mignon. C'est ce qui est trop chou. Et comment toi, tu as vécu ton premier Avignon, sachant que tu l'as vécu du côté spectateur, maintenant le fait d'être sur scène et de jouer ton spectacle à Avignon? C'était dur, mais c'était trop bien. Déjà parce que j'étais avec Alfred, que j'ai énormément cité, allez le suivre. Et donc, et on était quand même dans des bonnes conditions où j'avais la voiture, je payais pas de logement parce que j'avais ma belle-mère qui a une maison à Saint-Rémy. Donc c'est une ville à 1 heure d'Avignon, donc là-dessus c'était très cool. On n'a pas fait tout le festival, on a fait 10 jours en alternance, donc au final ça nous faisait que 5 jours chacun, ou après les autres jours on faisait la régie de l'autre. Mais le tractage c'est super dur, il fait méga chaud, et en même temps il y a le côté colo où tu croises des collègues, donc c'est assez sympa. Enfin, l'ambiance festival est aussi très chouette. D'aller voir des spectacles aussi, c'est que moi, je voulais absolument profiter d'aller voir des spectacles. Mais qu'est-ce que c'est dur, quoi. Ouais, de remplir et tout, d'accoster les gens. En même temps, c'est un bon exercice parce que tu apprends à tchatcher les gens. Le premier jour, tu sais, t'es là, genre, t'oses pas trop. Et tu sais, quand les gens te disent, ça part de quoi ? Au début, t'arrives pas, t'es genre, c'est moi qui raconte ma vie, tu vois. Tu dois apprendre en fait à pitcher ton truc. Surtout, il faut tchatcher les gens, parce que même des fois, les gens en fait, ils s'en foutent de quoi parle ton spectacle si t'arrives à aller. Il y a des gens qui sont vraiment très très forts. Il y a un humoriste qui est très marrant qui s'appelle Didou, qui officie plutôt à Bordeaux. Mais lui, il m'explique. Enfin, dans la ville, c'est quelqu'un de très très drôle. Et lui, je sais qu'à Avignon, il marchait très bien. Et il me disait, mais non, mais tu t'en fous, je suis sur un part, tu les fais rire. C'est tout. Ouais, c'est tout. Il suffit de faire ça. C'est très épuisant. Mais est-ce que tu le conseillerais quand même à des humoristes qui voudraient faire Avignon ? Ouais, si vous avez 10 000 balles, faites-le. Hein. Si vous avez 10 000 balles à perdre. Non, mais faut savoir à quoi s'attendre, en fait. Parce que si c'est pour vendre... Parce que, oui, il y en a beaucoup qui le font pour vendre des dates de spectacles en tournée et tout. Bon, si vous êtes à Paris, en fait, les programmateurs, ils passent à Paris... Le truc, c'est qu'en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 10 000 balles pour vendre 3 dates Tu vois, je sais pas. Après, si vous voulez le faire pour l'expérience et tout, mais franchement, allez-y à fond parce que oui, c'est quand même, je pense que t'apprends plein de choses, même de jouer pour ceux qui font tout le festival, de jouer pendant 1 mois, je pense que c'est très formateur et que chaque personne qui a fait Avignon aura, t'en as qui vont dire que c'était horrible, t'as des gens qui arrêtent le théâtre après ça, quand ils ont des compagnies ou quoi, qui viennent à 8 et que, après ils arrêtent le théâtre, ils sont endettés, mais t'as des gens qui vont dire c'est génial, j'ai trop kiffé, et en fait il y en a pour qui après il y a moi j'ai galéré vraiment pour remplir, mais comme beaucoup. Mais il y en a pour qui le bouche à oreille fonctionne très bien et qui arrive comme ça à remplir et tout. Et donc là, c'est autre chose, quoi. Donc voilà, le faites pas pour l'argent, quoi. Mais de manière générale, le stand-up au départ, moi je dirais, le faites pas pour l'argent quand même. Ouais, c'est clair. Après, du 19 au 21 novembre 2024, tu as animé un atelier d'initiation au stand-up en non-mixité choisi à Strasbourg. Tout à fait. Avec atelier écriture, jeu, mise en scène et un spectacle pour terminer. Comment tu as vécu cette première expérience de transmission ? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire, de transmettre ce que tu avais appris ? En fait, c'est des étudiants qui m'ont sollicité parce que c'est pas moi qui je veux apprendre le stand-up. Des gens. Non, c'est des filles très cool qui étaient en master de, j'aimerais dire médiation culturelle, mais je suis pas exactement sûre. Mais bref, elles avaient ce projet-là, donc elles m'ont contactée. C'était très enrichissant. C'était la première fois du coup que j'enseignais entre guillemets. Et en fait, c'est marrant parce que de enseigner une discipline, ça te permet toi aussi t'apprends aussi en enseignant. C'est comme quand t'apprends une langue étrangère, tu comprends mieux comment fonctionne la langue française. Parce que tu dois apprendre, attends, c'est quoi déjà un COD, machin, gna gna. Donc, et en fait, c'est pareil pour le stand-up. Le fait d'enseigner, en fait, tu t'enseignes toi-même. Tu vois, t'es là genre, ah mon Dieu. Et ça te permet de mieux comprendre de la même manière que quand j'étais à Avignon, quand je faisais la régie d'Alfred, on se faisait chacun la régie. On écrivait, on se prenait des notes et après on se les lisait. Et en fait, de regarder quelqu'un jouer
tu t'en apprends aussi beaucoup sur toi. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Et donc là c'était pareil, donc c'était très assez réjouissant à faire et en même temps ça fait peur parce que tu dis mais comment on enseigne le stand-up quoi. Enfin c'est et puis là bon c'était sur 3 jours donc on a travaillé d'abord l'écriture, après je leur disais voilà si vous avez je peux relire un peu ce que vous avez écrit et ensuite ensuite on avait fait le plateau et ça c'était très chouette et il y avait un côté un peu j'étais fière quoi qu'elles aient fait leur première scène et puis voilà on était donc non-mixité choisie. Bon, en réalité, en fait, il n'y avait que des femmes. Parce que non-mixité choisie, du coup, ça inclut plus aussi les personnes sexisées. Donc, femmes, trans, non-binaires. Pas de mec cis, quoi, en gros. Bon, bref. Mais bon, là, il y avait c'était des femmes. Donc, c'était une ambiance très, très chouette. J'ai vraiment, j'ai aimé cette expérience. Voilà. Trop bien. Fin 2024, tu as participé aussi à plusieurs concours d'humour, comme le Printemps du Rire. C'est quoi ton expérience vis-à-vis des concours d'humour ? Ça dépend lesquels, hein. Franchement, j'en ai un en particulier, c'était l'enfer sur Terre, parce que des fois, tu as des conditions, c'est très aléatoire. Printemps du Rire, génial, parce que là, la candidature, c'est sur dossier plus vidéo. Le dossier, tu dois envoyer une petite note d'intention, tout ça, plus une vidéo. Et après, il y a 12 personnes qui sont sélectionnées, où là, il y a la finale au grand point virgule qu'on a fait, où là, tu joues devant un vrai public, tout ça. Il y a un jury, et puis à la fin, tu en as 6 qui sont sélectionnés pour faire la tournée. Et dans ces 6, tu as une personne qui a le prix du jury et qui est programmée sur le gala la nuit du Printemps du Rire qui est au Zénith de Toulouse. Donc c'est un gros truc. Donc là moi quand je l'ai fait c'est Juliette Clocher qui a gagné ça. Moi j'ai fait la tournée, ça c'était génial parce qu'on était dans des super conditions, payé au cachet, on passe 10 jours autour de Toulouse à jouer un peu partout. Enfin, c'est encore une fois colo. Et j'étais avec des gens super. Mais après, tu as des concours, c'est l'enfer. Hein, là, un concours en particulier qui n'était pas à Paris, où j'ai dû faire l'aller-retour en train dans la journée. Salle de 400 personnes, mais je croyais que moi, il y aurait du monde. Pas du tout. Tu as le jury, 10 personnes dans une salle de 400 où on passe à la chaîne, on est 20 à passer. Ils donnent rien, c'est l'enfer. Je veux dire, c'est long, tu dois rester 3 heures. À la fin, ils font un retour devant tout le monde. Enfin, et puis tu sais des fois les membres du jury c'est vraiment genre la boulangère quoi limite. Tu vois des gens qui te disent alors moi je suis pas du tout dans l'humour. Ben alors ta gueule. C'est ça. En fait ta gueule. Donc mitigé en fonction de ouais il y a des concours des fois faut pas tous les faire hein. Franchement ça peut apporter les concours franchement parce que ça te permet souvent t'as des professionnels dans le jury donc c'est cool aussi ils ont des festivals et tout mais il y a des concours où c'est oh là là c'est route ça. Ouais. Après des fois il y a des concours où t'es payé parfois et des fois même si les conditions sont difficiles l'équipe autour est hyper cool ou les gens avec qui tu fais sont très cool donc et inversement des fois c'est des super conditions mais les gens sont pas très sympas. Donc voilà, il y a un peu de tout, donc tu peux y trouver ton compte, quoi. Le 26 et 27 septembre, tu as joué au Festival du Rire du Rotary de Bagnères de Bigorre. Ouais. Et c'est la première fois qu'une partie de ta famille te voyait sur scène. Ouais. Comment t'as vécu ça ? Est-ce que maintenant tout le monde a vu ce que tu fais sur scène ? Non, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais une bonne partie de ma famille. Mais là, ouais, c'était du coup à Bagnères, j'avais jamais joué là-bas, mais en fait, c'était très stressant parce que bon, il y avait un article, mon premier article du coup qui est sorti, donc j'étais pas peu fière, premier article dans le journal et donc c'était un peu j'étais marketée comme l'enfant du pays, quoi, tu vois. Et en fait, toute ma venue dans ce festival a été marketée comme ça, et il se trouve que mes grands-parents à Bagnères étaient assez connus en fait, enfin genre tout le monde connaissait mes grands-parents parce qu'ils avaient une entreprise de céramique qui s'appelle Casalas, qui n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, le présentateur du festival a pas arrêté de le marteler et en me survendant. Et du coup, genre, j'étais là, genre, mais il faut pas faire ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, d'ailleurs, l'humoriste avant moi, parce qu'on était 3 humoristes à passer 3 passages de 40 minutes. C'est très long. Oh, waouh. Ah ouais, sans entracte. Et en fait, l'humoriste avant moi, il avait cartonné et avec un humour, disons, qui était très éloigné du mien. Donc, tu sais, des fois, il y a des humoristes autant qui sont des indicateurs où tu t'es dit ok lui si ça marche normalement moi ça devrait marcher et à l'inverse lui si ça marche moi ça va pas marcher. Oui, je vois très clairement ouais. Et en fait surtout encore une fois juste avant de présenter le présentateur qui dit alors tout le monde connaissait Yves Rabassa 2 fois que je cite mon grand-père dans ce podcast dis donc et tout le monde fait ouais et ben là il y a sa petite fille machin. En plus Bagnères c'est assez catho, moi j'ai des choses qui sont pas très catholiques qui sont un petit peu en dessous de la ceinture hein, voilà. Et ouais donc ça a pas été facile comme scène, ça a vraiment pas été facile mais d'ailleurs alors je m'en suis sortie hein, mais le début j'ai eu petit démarrage en côte quand même et d'ailleurs
le mec du festival, justement, il a fait un post le lendemain sur Facebook. Ah ouais. C'est mon cousin, il a envoyé le lien, mais juste en disant « Ah, t'es une star à Bagnères, trop mignon ». Et en fait, je vais voir le post en question. Donc, c'était une photo où il y avait le mec en question qui présentait et moi-même. Et en description, il avait mis « Hier, j'ai eu l'honneur de présenter la petite fille d'Yves Rabasset quand j'étais petit. Je me souviens du camion Casalas, machin, de la tournée. » Et là, attends. Prise par l'émotion de venir jouer sur sa terre natale, elle a été un peu en dessous de ses performances habituelles. Et j'étais là, genre... Et moi, je mets ça dans le groupe, je dis, bah putain, mais le mec, pas sympa, quoi, tu vois. Je dis, genre... En plus, c'est un post Facebook, t'as le droit de le penser, y a pas de souci, voilà. Mais déjà, il y a trop de trucs qui vont pas. Déjà, de le mettre sur Facebook, quel intérêt? Et deuxièmement... C'est quoi cette espèce de condescendance de dire oh les femmes toujours dans l'émotion, elles savent pas se tenir, oh là là, elle était prise par son émotion, écoutez, c'est pour ça qu'elle n'a pas été, parce que vous savez les femmes, je pense qu'elle avait ses règles de avoir, tu vois, c'était fou quoi, mais voilà. Mais là au moins du coup je me suis dit bon ils l'ont vu, mais ouais tu vois il y avait des gens de ma famille où j'étais là genre, ah ben il y a j'ai un pan de ma famille qui est très catho quoi. Ok. Là, mais mes cousins étaient là. Et ils m'ont dit c'était trop bien. Après, moi, c'était surtout mes cousins où j'étais contente et ils m'ont vraiment rassurée. Ils m'ont dit, meuf, c'était trop bien et tout. J'ai vraiment ressenti de la fierté, quoi. Donc, j'étais genre, oh, mais c'est cool. À fond. Mais d'ailleurs, à Lille, il y avait des gens que tu connaissais aussi qui étaient venus des amis de ta mère et tout. Il y avait des amis de ma mère et puis il y avait le père du copain de ma sœur. Ok. Et de Lens. Je pense être revenu sur une majorité de ce que tu as fait. Tout à fait. Tu m'excuseras si j'ai oublié des trucs. T'as oublié de parler de mes 10 ans en prison, mais, mais pas de souci. Je pensais que tu voulais plus qu'on en parle, justement. J'ai le droit à une seconde chance, merde. Parce qu'on a commencé directement à mes 11 ans, mais tu sais pas ce que j'ai fait de ma naissance jusqu'à mes 11 ans. J'étais en prison. Le bébé en prison. Exactement. Non, le bébé meurtrier, c'était vous. Tuer 3 personnes avec son hochet. Des images cinglantes, mon Dieu. Je ne voulais pas qu'on le mentionne. Ça sera l'extrait du podcast. C'était ça mon vrai premier article. C'était dans la dépêche, dans la rubrique fait divers. Et là, on s'était pas de ton grand-père. Ah, mais non. Ça, non. Mais j'ai des petites questions générales que je demande à chaque invité. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire du stand-up? Le plus, c'est jouer sur scène, surtout tester la sensation quand tu testes une blague pour la première fois et qu'elle marche. Ça, je crois que c'est génial. Ça, c'est trop, trop bien. Ou alors faire une date de spectacle. Comme à Lille, en vrai, où vraiment, pendant 1 heure, t'es avec les gens et c'est trop bien. Et la connexion est là, les gens sont avec toi. Et t'es tellement à l'aise sur scène que tu trouves des choses, t'arrives à créer sur scène des nouvelles choses, à trouver des nouvelles blagues, machin. Ça, c'est je sais plus comment on appelle ça, mais cette espèce d'état de grâce, quoi. Tu vois, quand t'arrives à créer à ce moment-là. Donc ça c'est génial. Et après le pire c'est le remplissage, vendre des billets. Okay. Ça c'est l'enfer, le stress. Je confirme. C'est trop chiant. Je suis en plein dedans là. Voilà. C'est vraiment pas la partie que je préfère. Ah ouais, non. Et ce stress continu, les gens qui réservent à la dernière minute. Le message qu'on veut transmettre, c'est réserver à l'avance. Réserver à l'avance. Pitié quoi. Tu te dis non, mais on va prendre sur place. Non, tu réserves à l'avance. En fait, que j'ai une idée de qui sera dans la salle. Oui, surtout qu'il y a des gens qui te disent genre le jour 1 que tu partages le truc, je vais venir. Ouais. Et ils réservent le dernier jour. Ouais. Mais ils réservent. Et ils t'ont dit qu'ils allaient venir, mais réserver avant. Réserver avant. Pensez à nos petits cœurs. C'est ça. Avoir une petite réservation, c'est de voir 2 places, mais vendues pour le mois de juin. Exactement. Incroyable. Exactement, complètement. Ouais, et ça, c'est vraiment... Parce que le stress du remplissage, ça fait aussi que tu as l'impression que tout est... presque toutes tes interactions ou ce que tu fais est régi par ça. Tu sais, dès que tu rencontres quelqu'un, je joue mon spectacle. Tu fais du stand-up? Ouais, d'ailleurs, je joue mon spectacle, mais viens. Tu vois, enfin... Tu joues sur un plateau, tu fais, alors c'est tel endroit, donc je vais peut-être pouvoir parler de la date que je fais à cet endroit-là. Ouais, ça s'est bien passé, donc je peux en parler. Ça s'est moins bien passé, je vais... Exactement. Ouais, je comprends. Ouais. Donc réservé pour les... Absolument. Allons-y. Après, je pense 23 avril à Paris et on tournait. Bien joué. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Remplir mes salles de spectacle. Voilà. Franchement, non mais je rigole pas quoi. Vraiment, juste de pas avoir ce stress. Après, je pense que j'aurais, moi quand je vois mes potes là, du coup pour qui ça marche. J'ai discuté là avec une humoriste, je faisais sa première partie et c'est une humoriste qui cartonne en ce moment et je lui disais putain mais c'est génial, ça marche pour toi et t'es contente? Elle me dit ouais mais en vrai parce qu'elle était complète 2 mois à l'avance. Oh, wow. Et je lui dis mais
Et je lui dis, mais t'es contente, non? Tu dois être tranquille. Elle me dit, ouais, après, j'ai peur que. Enfin, ça rajoute du stress parce que j'ai peur que ça dure pas, en fait. Donc, oui, j'ai l'impression qu'après, ça te. Mais là, pour le moment, c'est bien remplir mes salles de spectacle. Bah, là, déjà, tu sais que si tu vas à Limoges, t'en as 4. Et j'en ai 4. Bah, non, parce que là, non, parce qu'on est sur Limoges, je pense qu'on s'est fait 4,5 là. Ah, dommage. Puis, si vous êtes de Limoges, voilà, on s'excuse. On s'excuse. Et on vous embrasse. Et on vous embrasse. Ok, bah, j'ai posé toutes mes questions. Je vais pouvoir passer à l'interview name dropping. Donc, comme je t'ai expliqué avant le podcast, je vais te demander à chaque fois pour chaque catégorie de me donner un ou une humoriste, peu importe québécois, français, suisse, allemand, ce que tu veux, mais une personne pour chaque catégorie. Très bien. L'humoriste le plus sympa ou la plus sympa que tu as rencontré. Oumout, il est vraiment gentil, quoi. Okay. Ça fait 2 fois que je parle de Oumout, putain. Mais en vrai, genre, il est vraiment... S'il m'écoute, il va peut-être me prendre pour une ouf, parce que bon, on se connaît, mais on se connaît pas tant que ça, mais je trouve trop fort sur scène, et c'est vraiment un mec, mais il a vraiment bon cœur, quoi. Et sur scène aussi, ça se ressent, quoi, et... L'humoriste qui t'inspire... Oumout Cocker, pardon, je dis son vrai nom. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? J'en ai plusieurs. Bon, il y a Blanche Gardin quand même. Il y a plein de trucs. En fait, c'est un peu étrange, Blanche Gardin, parce que quand je regarde ses spectacles, ça me fait tellement rire, alors qu'il y a des trucs avec lesquels je suis tellement pas d'accord, où je me dis non, mais c'est drôle. Et en fait, je trouve ça très fort, quoi. Je me dis, putain, on n'est pas d'accord, mais on se rejoint dans le rire. Donc, il y a ça. Taylor Tomlinson, j'adore, que j'ai eu la chance d'aller voir. Jessica Kirson aussi, dans ses interactions, elle fait beaucoup d'interactions, elle s'est fait connaître par ça, mais là où je la trouve très forte, c'est qu'elle trouve le juste milieu entre vanner les gens, mais en même temps leur envoyant plein d'amour. Sophia Bellabès arrive bien à faire ça aussi. Elle fait beaucoup d'interactions, elle aussi, et c'est toujours... elle vanne, mais en même temps, elle dit « Ah, je t'adore, Sista » et tout. Et du coup, elle a vraiment ce truc de t'as envie d'être sa pote, et c'est hyper puissant, ça. J'aime beaucoup. Louis C.K. est problématique, je sais, mais putain, je n'aurais pas le citer, mais ouais, très fort, quoi. Ça, j'avoue, en fait, Louis C.K., pour moi, c'est comme les gens, je pense, avec certains, tu sais, pour Michael Jackson, tu vois, ou bon, même s'il n'a pas violé des enfants à proprement parler, mais voilà. Mais du coup, j'ai le truc de... T'inquiète pas, je tiraillée. pense que Louis C.K. a été cité presque dans tous les épisodes, et tout le monde fait une petite annonce de... Par contre... Disclaimer, je me désolidarise. Ouais, c'est clair. Mais... C'est clair. Hilarious, c'est quand même très marrant. Ouais, de fou. Franchement, c'est très fort. Là, il y a qui d'autre? Après, franchement, j'en oublie plein parce que... T'inquiète pas, de base, c'est un nom. Ouais. Oui, en plus, ouais, j'avoue. Qu'est-ce que je raconte? Non, mais t'inquiète pas. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux? Alors, je dirais... Sam Morrill, il est très fort. Je trouve que Sam Morrill, tu peux rigoler rien qu'en lisant sa blague, sans la voir, mais juste si tu la voyais écrite, c'est très drôle. Il n'y a pas un mot en trop. C'est brillant. Je suis d'accord. Même en tweet, il est assez drôle à l'écrit sur les réseaux. Ouais, complètement. Parce que, comme tu dis, même à l'écrit, on a le... Ouais. Très efficace. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux, celui qui vend le mieux ses blagues par son jeu. Louis C.K. Ouais. Pardon. L'humoriste qui t'a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que tu connaissais pas du tout, que tu viens de découvrir, ou quelqu'un qui est revenu avec quelque chose de nouveau, ou quelqu'un qui t'a surpris dernièrement. Ah putain, mais là ça date un peu parce que bon, avec les humoristes, on se croise beaucoup, mais Tristan Lucas, on s'est déjà croisés plusieurs fois, mais on a fait un festival ensemble, L'air d'en rire, ça s'appelle, en Vendée, et lui il a animé le plateau, moi la veille où je jouais. Et il a fait un passage, mais genre putain, c'est trop bien. Et en fait, je crois que je connaissais vraiment très peu de blagues qu'il avait fait, mais en fait, il y avait plein de blagues où je disais genre c'est trop drôle. Ok, bah trop bien. Et maintenant, je vais te demander de choisir entre 2 humoristes. Ok. Tu vas me dire lequel des 2 te fait le plus rire. Donc c'est vraiment juste sur le critère du rire. Ça ne veut même pas dire que tu préfères celui-là à l'autre, mais juste ça te provoque le plus de rire. D'accord. Entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Louis C.K. Entre Sarah Silverman et Taylor Tomlinson. Taylor Tomlinson. Entre Gad Elmaleh et Florence Foresti. Florence Foresti. Okay. Parce qu'elle a écrit ses blagues. Oui. Enfin, je sais pas si elle a des co-auteurs, parce qu'elle a été co-auteur, mais en tout cas, elle a pas volé, a priori. A priori, on l'espère. Entre Kian Kojandi et Roman Fressinet. Roman, quand même, je pense. Entre Mao Drama et Lou Trottignon.
Franchement, Mao, j'avoue que la dernière fois que je l'ai vu, là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que... Enfin, vraiment, je me rappelle que... Mais j'aime beaucoup Lou, hein. Mais vraiment, j'avais un truc de incontrôlable quand j'ai vu Mao. Entre Tania Dutel et Paul Mirabel. Tania. Entre Shirley Soignon et Blanche Gardin. Blanche. Entre Alfred H et Simon Pinto. Non. Ah, t'as dit Pinto. Pinto. C'est Pinto. Pardon. Non, là, non. Non, là, ça, c'est dégueulasse. Il y a toujours un choix où je choisis pas. Conflit d'intérêt. Mais je peux pas. Tu peux pas? Non. Entre Hugo Pêcheur et Aninka. Non, mais arrête là, c'est des potes, j'aime pas, c'est nulos, non. Il y a toujours un moment où ça... mais non, tu veux détruire des amitiés, j'aime pas, c'est nulos. Non. On choisira pas, ça marche. Alors, des fois, c'est juste un prétexte pour pouvoir complimenter les deux. Tu peux aussi. Ah, parce que je les mets pris sous les deux, donc vraiment. Mais de façon égale. De manière égale. Alfred et Simon, leur meilleure blague, c'est quand on n'est jamais plus drôle que sur notre groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp. Okay. Si quelqu'un le trouve, on est cancel. Ça marche. Non, on n'est pas cancel. Non, mais on dit des trucs des fois. C'est même des fois, je me dis, j'espère que personne regarde parce que là, c'est dis donc. Ouh là là. Mais c'est très drôle. On dépasse les limites. Mais parce qu'aussi, on a nos références ensemble et tout. Donc voilà. Mais je pense que de manière générale, les blagues avec tes potes les plus proches, sorties de son contexte, c'est jamais bon. Ah ouais, c'est dangereux même. Alors la dernière question que je pose dans tous les épisodes, c'est qui est-ce que je devrais recevoir dans le prochain épisode? Bah Aninka, tiens. Vu que Hugo Pêcheur est le plus drôle des deux, t'as qu'à recevoir Aninka, comme ça on a égalité. Ça marche. Je rigole, putain. Non mais franchement, invite ma pote Aninka. Ok. J'ai fait de la pole dance avec elle. Ok. Ça, tu l'as pas dit dans la. Ah non, ça, je l'ai oublié de le mentionner. Ça, je un cours de pole dance avec elle. Voilà. Eh bien, vous le savez, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir pris le temps de répondre. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et allez voir Alice Lombard en spectacle. Oui, allez me voir. Parce que le remplissage, elle adore. J'adore, exactement. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner, à le partager autour de vous. Et si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Des bisous.